Bienvenue, qu'ils sont formidables, les membres de notre gouvernement. Quand on les entend parler, on a le sentiment que tout roule sous le meilleur des mondes au Cameroun. Ça passe par Alamine Ousmane, mais à la tête du département des finances, qui vous parle tout le temps d'un discours apologétique autour de la réduction du train de vie de l'État, en passant par Emmanuel Nganou Djoumessi. Il était hier à Douala, il s'est gargarisé du fait que les travaux avancent bien sur les pénétrantes Est et Ouest. Et quand vous allez écouter même le président du Sénat, oui, Marcel Niat était en exhibition à son tour hier. Il a reçu Madame Françoise Collet, arrivée en fin de séjour, elle qui représentait l'Union européenne au Cameroun. Et autour de Marcel Niat, bien de grabataires également, qui font partie de la gérontocratie aux affaires, pour dire nous y sommes, nous y restons. Et tout à l'heure, en fin d'émission, on reviendra vous parler de tout à fait autre chose qui s'est déroulé ce week-end dans la Sanaga maritime. Bienvenue à tous, voici le zénith de ce 1er août. Bienvenue à vous, Charles Armel, bonjour. Bonjour Sam Severango et bonjour à tous les téléspectateurs, sans toutefois oublier l'Église catholique qui aujourd'hui s'interroge au sujet des obsèques de Monseigneur Mbala. Faudrait-il s'arrêter sur le pont de Begda ou non? Dans tous les cas, on vous regarde. Voilà, les obsèques qui sont donc programmés pour ce week-end finalement, en attendant toute la vérité autour de la scabreuse affaire. Bonjour à vous, Megui, vous connaissez bien le Mbam et Inubu. Bonjour. Oui, donc je suis originaire. Bonjour Sam Severango et bonjour à tous nos téléspectateurs. C'est un réel plaisir de les retrouver ce matin encore. Bambok Bengan, bonjour. Bonjour Sam Séverin, bonjour à nos téléspectateurs. Je salue ici Sam, la plateforme syndicale des transporteurs, qui a décidé de considérer les grands industriels, les marketeurs et tous ceux qui distribuent eux-mêmes leurs produits comme des transporteurs clandestins. Ils ont demandé à l'État de réguler parce que vous ne pouvez pas être un grand producteur et transporter vous-même vos produits pour les distribuer dans le territoire national. Voilà, vous avez parlé de plateforme, il y en a eu une créée hier, une énième, on peut le dire, dans le domaine de la catégorie B de l'art musical de la part du chef du département concerné, commission touffue, avec beaucoup de monde, même si on a tenu compte de toutes les composantes, mais de cela on n'en fera pas grand cas dans cette édition, puisqu'on est un tout petit peu fatigué avec les mêmes histoires de ces artistes musiciens qui ne veulent jamais se retrouver pour regarder droit dans une même direction. Dans cette émission, on parlera néanmoins de l'artisanat, on parlera de tourisme en compagnie d'une invitée qui est déjà annoncée dans nos couloirs. Mais pour bien démarrer, voici l'histoire de Tendance en tout début de ce programme en guise de préambule. Bonjour Tendance. Bonjour Sam Severango, je vais encore dire bonjour aux parents qui aiment Nimba que si l'enfant ne passe pas un examen, c'est la mort ou encore c'est la guerre. Scandale à Central Bar. Où je partais faire quoi à Central Bar? C'est que mes yeux sont d'ailleurs vus, c'est que mes oreilles ont entendu, je suis en train de vieillir avant mon âge. J'arrive à Central Bar hier, j'entends comment un papa parlait. Il disait à sa femme que tu vas aussi avoir, je vais aussi te mettre le piment sur les mêmes endroits où tu as mis sur notre première fille. Que s'est-il passé? C'est la tombe du monsieur là qui a pris le piment, Sam. Comme ça fait 5 ans que sa fille compose le probatoire, elle n'a jamais eu. L'enfant a 21 ans. L'enfant n'a pas eu le probatoire, l'autre jour, elle est devenue folle. Tu sais ce qu'elle a fait? Elle est partie, elle a écrasé le piment. Jusqu'à prendre la pierre, écraser le piment, ou un sur les aisselles de l'enfant, les parties que vous dites là. Elle a pris le piment. Oindre ici, oindre là, mettre sur le corps de l'enfant, par tous les entrecuisses. L'enfant est devenu folle. Quand tu regardes la petite fille, elle a eu les crises de folie. Le monsieur dit que, mais l'enfant de qui? Elle dit que chérie, je suis fatiguée avec cette fille. 5 ans que je paye un examen, ma chérie, tes égaux font la 4e année à l'université. Tu es là, chaque année je paye le probatoire, chaque année je paye les frais d'examen. Ça ne se passe pas comme ça avec moi. Elle a dû écraser le piment, mettre sur tout le corps de l'enfant. C'est ça qu'elle a eu dans Central Bar. Maman, pour tout le respect que je te dois, avant il te respectait, il ne te respecte plus. Moi, je vais faire, on va t'enfermer. Parce que l'enfant connaît aussi ses droits. Où est passé le droit de l'enfant? Point d'interrogation. Bon, moi, quand mon cœur me fait mal. L'enfant a pleuré. J'ai compris comment l'enfant pleurait. Est-ce que c'est la femme qui m'a accouché? Est-ce que c'est la mère qui m'a accouché? Pardon, dites-moi. Montrez-moi ma vraie mère. Parce que l'enfant a Rwanda que une femme qui m'a apporté 9 mois de grossesse, elle se permet d'écraser le piment, mettre sur tout mon corps. Ton mari a dit qu'il va aussi te mettre le piment sur toutes les parties du corps. Voilà, on va donc parler de culture et civilisation, parce que sous nos tropiques, Charles Armel, on sait que les enfants ne bénéficient pas de mêmes privilèges
et autres petites attentions comme en Occident, par exemple? Alors, il faut quand même dire ici que c'est une maman qui est offusquée, une maman qui est en colère au vu de l'échec de l'enfant. Était-ce une énième échec? Est-ce que l'enfant a composé 5 à 6 fois? Il faut se poser la question, est-ce que la maman a mis tous les paquets qu'il fallait? Est-ce qu'elle a tout mis pour donner la réussite à cet enfant? Ça encore, il faut se poser les questions. Mais la seule réponse qu'il faut avoir à tous ces ensembles de questions, c'est le fait que la composition, l'examen lui-même, c'est une journée. C'est l'état d'esprit. On peut avoir tout à fait, on peut être brillant, mais arriver dans l'examen... Vous voulez vous éloigner du sujet? Arriver à l'examen... La nature du châtiment. Quel que soit ce qui est arrivé. Oui, ce que je veux dire, c'est que... Écraser du piment et mettre sur les effets. Non, je ne suis pas d'accord avec... Voilà. Je ne suis pas d'accord. Donc voilà pourquoi je voulais d'abord essayer d'analyser l'effort fourni par les parents, parce que ça peut être une maman qui a fourni beaucoup d'efforts, qui se sèche au soleil pour voir et qui se retrouve dans ce degré de colère. Mais il faut le préciser quand même qu'aller jusque-là à mettre le piment sur les parties aussi sensibles que sont les aisselles, les parties génitales, les parties même, la partie rectale du corps, de l'être humain, la face, vraiment c'est des pratiques qui sont abolies jusqu'aujourd'hui, qui n'ont jamais même été appliquées, disons-le comme ça dans nos traditions, qui n'ont jamais été appliquées, sinon qu'à ceux qu'on accusait d'inceste. Ceux qu'on accusait d'inceste, c'est eux qui méritaient ce type de punition. Parfois, c'était du miel, on les faisait asseoir sur une fourmilière, histoire pour qu'ils se répandent un peu de l'acte. Mais voir cela, vraiment, c'est condamnable et c'est inhumain. Bon, alors, Megui, c'est vrai, on parlait d'échecs aux examens. Bon, ça peut justifier la colère d'un parent. C'est vrai, Charles Hamel essaye de comprendre, mais tout de même, quelle est même la meilleure punition? Est-ce qu'un enfant mérite d'être puni parce qu'il n'a pas réussi à son examen? Puni, ça dépend, ça dépend. Moi, je dis, il n'y a rien qui explique le geste de cette femme-là, qui justifie le geste de cette femme-là. Un enfant qui rate son examen, oui, ça peut entraîner la déception des parents, ça peut entraîner un peu d'énervement des parents au vu peut-être de l'attitude de l'enfant au cours de l'année. On s'est dit que voilà, l'enfant était un peu désinvolte, un peu têtu, il n'écoutait pas quand on lui demandait d'aller étudier. On peut punir l'enfant de façon raisonnable, c'est-à-dire peut-être le priver de certaines choses qu'il aime pour qu'il comprenne, pour que ça lui serve de leçon. Mais de là, aller écraser du piment, laissons même les parties génitales, écraser du piment et le mettre sur le corps de l'enfant. Je dis, cette femme doit être sévèrement punie. Elle doit être punie parce que ce n'est rien de... C'est de la maltraitance. Vous voulez dire poursuivi même? Poursuivi même. C'est de la maltraitance parce que il y a des choses à prendre en compte. Les parents, généralement, aussi, ne doivent pas se dédouaner de l'échec d'un enfant à un examen. Il faut se remettre en question soi-même. Est-ce qu'on a réellement suivi l'enfant comme il se devait? Est-ce qu'on a tout fait pour que l'enfant soit dans un cadre qui facilite sa réussite? Maintenant, il faut préconiser le dialogue, pouvoir mettre l'enfant face à ses responsabilités, lui expliquer les choses, le bien fondé des choses. La violence n'arrange rien du tout. À un certain niveau, surtout ce genre de violence, c'est carrément de la torture. C'est de la torture. Ok, elle a fait ça, et puis quoi? Qu'est-ce qui va arriver après? Qu'est-ce qui arrive après? Bon, ce sont des choses inimaginables, pratiquement sous d'autres cieux. Mais chez nous, bon, on accepte encore que on peut administrer une belle correction à un enfant qui ne vous donne pas le résultat escompté. Il y a le fouet, il y a même d'autres formes de privation, mais on est d'accord pour l'instant qu'il s'agit d'une exagération. Oui, tout à fait. Il s'agit bien d'une exagération. Dans d'autres pays, comme vous avez dit, notamment en Europe, non, la femme là serait déjà dans un commissariat de police, que ce soit votre enfant ou pas. Vous êtes dans vous commencez d'abord à répondre devant la justice. On lui retire même l'enfant. Oui, oui, tout à fait. On regarde l'enfant et tout. Et l'autre chose que je voudrais ajouter par rapport au développement de Megui et Charles Hamel, c'est qu'on ne sait pas, parce que nous parents aussi, on ne sait pas si c'est vraiment la série de l'enfant, ça veut dire l'orientation scolaire de l'enfant. Elle peut bien être brillante pendant l'année scolaire et elle rate l'examen. Est-ce que c'est, je veux dire, l'option, la série qu'elle a choisi de faire ou qu'elle aborde là maintenant, c'est vraiment, ça correspond réellement à ses aptitudes innées? On ne sait pas encore, parce que nous les parents également, on envoie seulement l'enfant à l'école, ainsi de suite. Mais quel que soit les échecs, il faudrait également voir, parce qu'en classe de première, l'enfant grandit déjà, encore que sa maman dit que ses congénères sont en 3e année ou 4e année à l'université, ça veut dire qu'elle grandit, et déjà amener à cette fille
que non, demain tu seras mère, tu seras une femme, tu envisageras être une femme. Voilà. Quel pourrait être le comportement demain, ma fille, voilà des orientations. Mais là, comme vous dites, elle a vraiment exagéré. Moi, je conseille à son mari de ne pas procéder au même traitement, mais de saisir les autorités, comme peut-être d'abord la famille et peut-être même le service social pour commencer à ramener la femme. Parce Oui, quelles sont que les attitudes autour de la famille concernée? Oui. Tout le monde au Rwanda, même le voisin où l'enfant est parti tomber dans son fût. Donc l'enfant est parti tomber dans le fût, donc sauvez-moi, sauvez-moi. Voilà une femme de monde qui veut ma mort. Même les gens du quartier sont scandalisés. Moi, je vais encore dire à toutes les femmes qui me regardent ce matin, les enfants là, que tout le monde sait que pour chercher, c'est les problèmes. Quand on veut chercher un enfant, il faut boire tel médicament, il faut faire tel examen à l'hôpital. Tu accouches ta pas maman et tu l'as punie comme ça. Alors qu'ailleurs, il y a les femmes qui pleurent même, qui cherchent comment elles vont faire pour avoir un enfant. Il y a plusieurs manières de punir l'enfant. Tu peux dire à l'enfant que bébé, comme je vois que tu ne comprends pas, d'abord que tout le monde n'est pas fait pour l'école. Si tu étais à la place de mon père et ma mère, tu allais faire comment? À mon époux, je ne comprenais rien de ça. J'ai dit que ma mère même pas jusqu'à voir la maîtresse, que ouais, j'ai fait quoi qui? Elle est même pas jusqu'à dire que c'est la malchance avant que papa retiré. Moi-même, j'ai pris sur moi de dire à mon père que papa, ne dépense plus toi ton argent. Parce que quand tu dépenses là, ce qu'on explique, je n'entends pas. Ça passe ici, ça sort de l'autre côté. Si tu vois que ton enfant ne comprend rien à l'école, mais envoie l'enfant faire une formation. C'est pas seulement par l'école qu'on va s'en sortir. Et même, il y a les parents qui me souvent dit que j'étais premier de ma classe. Ah, j'étais très fort. Vous faites ça parce qu'on peut avoir vos cahiers. Un parent qui était tout premier de sa classe, qui a gardé tout, les anciens cahiers de la CIL, jusqu'en terminale, jusqu'à l'université, même les bulletins. Montrez-moi, je vous donne quelque chose à boire. Tu vois un père qui va te dire, oh, à l'école j'étais intelligent, hein? Parce qu'on n'est pas là pour voir. Si vous voyez, vous étiez le vrai récalcitrant. Très bien. Tendance à Rochard, là, on sort de ce sujet en estimant que finalement, ça dépend aussi. On peut tenter de relativiser, hein, parce que nos enfants d'aujourd'hui sont quand même aussi à plaindre, parce que la plupart ne respectent pas toujours toutes les consignes qui leur sont édictées. Oui, ça, bien qu'il faudrait dire que la véritable peur n'est pas la peur d'échouer, c'est la peur de réussir. La véritable peur, disons qu'aujourd'hui, dans toutes les familles, il y a une forme de concurrence qui est organisée. On se fait des concurrences entre les enfants des frères et des sœurs parce qu'on estime qu'on a donné le meilleur encadrement. Donc je pense que la maman a voulu peut-être donner une énième leçon, parce qu'une maman qui le fait n'a pas commencé à le faire parce que l'enfant n'est-ce pas, raté son examen. C'est une maman qui a des types de punitions archaïques et barbares. Donc je crois qu'il faudrait aujourd'hui qu'on pense que l'État même du Cameroun, que le ministère de la promotion de la femme et de la famille se saisissent de l'ensemble et qu'on soulève enfin la question des sévices, des punitions qu'il faut donner, les types de punitions qu'il faut donner. On a commencé par dire, par supprimer le fouet à l'école. Aujourd'hui, on voit là où les résultats scolaires nous ont entraînés. Est-ce que c'était le fouet qui faisait le problème ou le type, n'est-ce pas, le type autre qui entourait? On a pensé qu'il fallait enlever les points. On a vu ce que ça nous a amené, là où ça nous a amené. Je pense qu'il faudrait qu'on essaie de s'asseoir. Pendant qu'à l'Assemblée française, on pense qu'il faut revenir à la baffe. Il faut véritablement fouetter l'enfant, revenir à la baffe. Chez nous, on dit qu'il faut y annuler. Non, il ne faut pas annuler le fouet, mais il faut penser, il faut repenser le type de punition. Et puis certainement pas le piment, encore moins l'utilisation des œufs. Il y a certains parents qui utilisent les œufs, parfois le maïs, qu'on bouge dans les œufs des enfants. Donc il y a des punitions vraiment assez sévères. Mais le fouet à l'école avait quand même quelques vertus. À notre époque, à l'école primaire, je crois, on avait de la trouille tous les lundis, par exemple, lorsqu'on doit procéder au contrôle. Hygiène morale. On faisait protéger. On doublait les carottes. Parce que quand le maître de classe devait... On doublait les habits, non, ça. Tu prends le pull, tu doubles, tu prends le cabas, tu doubles sur toi. Et je vais encore dire qu'en tapant l'enfant, en mettant le piment partout sur l'enfant, les résultats ne vont pas venir. Aujourd'hui, tu vas pas... Il faut causer avec vos enfants. Parfois, tu vois une petite fille de 18 ans qui est là dehors, sans direction fixe. Elle est là comme ça, elle monte, elle descend, elle a tous les sacs foutus. Ou la nuit tombe, elle dort seulement parce que les parents le frustrent. Appelle ton enfant, tu dis mon bébé. Parce que les enfants comprennent malgré tout. Tu dis mon amour. Comme tu vois comment je brûle mes doigts, il faut plus t'envoyer à l'école, non, bé. Toi, tu vois comment je porte un cabassin, rien mettre dedans parce que je veux construire ton avenir, non, bébé. S'il te plaît, mon bébé, tu veux faire quoi dans ta vie? L'enfant va te dire, tu vas pas aller voler. Si l'enfant va te dire, maman, je vais voyager pour aller chez les Blancs. Parce que nos enfants le bloquent. Tu vas lui dire non bébé, comme tu vois là, je préfère que tu fasses telle chose. N'oublie pas aussi qu'il y a le suivisme. Il y a beaucoup de suivisme et le mimétisme parce que l'enfant
et voir que l'enfant, sa copine a pris le vol pour aller en Europe, l'enfant va devenir une action, il va pas chercher à savoir si la maman a les moyens de payer le billet d'avion pour l'envoyer. Non, le suivisme, c'est pas parce que X a fait le taxi que forcément vous allez faire le taxi. Je crois qu'il y a un âge pour s'instruire. D'abord, c'est obligatoire, il y a un âge pour s'instruire. On ne va pas fuir parce qu'on ne va pas fuir au CEP, je sais pas, au CM2 ou en 6e. Il y a un âge pour s'instruire et après cet âge, on peut penser. En tout cas, sur la question, vous pouvez réagir à travers les SMS au numéro de téléphone qui s'affiche pour donner votre point de vue en rapport avec la nature des sévices ou punitions, si vous voulez, qu'on peut infliger, si même cela est légitime, parce qu'un enfant n'aurait pas réussi à son examen. On passe à la prochaine rubrique. Voici venu le temps de la colère de Charles Armel, qui ce jour s'attarde donc sur le problème de la décentralisation dans les milieux de la santé. Question de la décentralisation en elle-même et de la décentralisation du secteur de la santé. La question est de savoir ce qui bloque la décentralisation des soins au Cameroun. Je me demande pourquoi est-ce que le Cameroun, qui sur papier possède l'un des merveilleux plans de santé en Afrique centrale, soit le dernier dans le processus d'implémentation de celui-ci. Comment comprendre le fait qu'au Cameroun, le taux d'occupation des hôpitaux ne soit étrangement que de 30% avec l'essentiel des infrastructures de santé concentrées dans les capitales économiques et politiques, au vu de moins de 20% de la population? Comment comprendre que nous vivons dans un pays où en ville on compte seulement un lit d'hôpital pour 456 habitants? Savez-vous qu'on note que seuls 20-25% des équipements sont réellement opérationnels dans nos hôpitaux, avec comme principale cause la forte centralisation du pouvoir de Yaoundé? Savez-vous que la décentralisation du système de santé du Cameroun a été lancée par le décret ministériel numéro 089/011 du 5 janvier 1989 et que jusqu'à ce jour, rien? Comment comprendre que depuis plus de 40 ans, le gouvernement camerounais prend des engagements qu'il ne tient pas, mieux ne respecte pas? Comment comprendre l'extrême corruption et les lourdeurs administratives au niveau central qui bouchent la mise en place des stratégies? Oui, disons-le, tout doit être au préalable signé par le ministre en chef de la Santé, sinon rien. Rien ne bouge, rien ne fait. Savez-vous que malgré le fait que l'aide internationale s'adresse depuis peu directement aux différentes localités du pays, l'absence de coordination locale a conduit au laisser-aller au point où des acteurs indélicats se sont finalement emparés du secteur. Savez-vous par exemple que des tests de l'antiviral ténophobie avaient été menés en toute liberté sur 400 prostituées camerounaises non malades de juillet 2004 à janvier 2005, sans une seule supervision du ministère de la Santé de Mama Fouda? Scandale éthique, administratif et politique, me direz-vous. Puis, savez-vous qu'il est impossible de définir avec exactitude la carte sanitaire du pays à une date précise à cause du manque de données fiables sur les actions en cours? Savez-vous que les enquêtes de santé existantes au Cameroun brillent par un déploiement timide, donnant des sueurs froides aux parents qui plusieurs fois se sont levés contre certaines campagnes organisées sans comprendre les tenants ni les aboutissants? Savez-vous que le Cameroun exploite depuis quelques années les données fournies par les bailleurs de fonds, étant entendu que la collecte d'informations pertinentes et leur traitement rigoureux restent indispensables pour la décentralisation et la coordination des interventions humanitaires? Savez-vous que la non-maîtrise des dossiers suivis de la non-tenue des engagements est une tradition dans la forte centralisation administrative au Cameroun? Savez-vous que de la ratification dès 1978 de la Charte de développement sanitaire de l'Afrique à la conférence d'Alma-Ata, à la non-atteinte des objectifs de santé pour tous en l'an 2000 et des objectifs du millénaire en 2015, le gouvernement était passé par les initiatives de Lusaka en 1985, Harare en 1987, Bamako en 1987 et finalement pour n'aboutir à rien. À rien, finalement à rien, qu'avec des slogans que. Comment comprendre donc que l'extrême nord soit la région la plus peuplée et la plus précaire du Cameroun avec seulement un seul centre de référence? Voilà, alors Mbambok, vous avez la parole le premier pour réagir sur cette colère qui porte donc sur la décentralisation dans le domaine de notre santé aujourd'hui.
Récemment, il y a eu beaucoup de rassemblements autour du ministre en charge de ce département pour parler de politique globale de santé publique au Cameroun. Est-ce que vous y avez compris grand-chose? Oui, dans le discours, certes, ça, mais dans la pratique, c'est vraiment en totale contradiction avec les textes même et les conventions. Il faisait d'ailleurs bien de le noter ici, parce qu'en fait, il faut reconnaître qu'il y a des catégorisations en fonction de ce qu'ils appellent là-bas la carte sanitaire. Donc les hôpitaux dits de référence et ceux qui en découlent, les hôpitaux régionaux, devraient être dans les centres des agglomérations urbaines, c'est comme ça, c'est l'expression qu'ils utilisent, c'est-à-dire les grandes villes, notamment, Douala devrait avoir au moins un hôpital de référence plus des hôpitaux régionaux. Maintenant, les hôpitaux régionaux annexes devaient être dans les 58 départements. Maintenant, les 360 communes devraient être dotées chacune de ce qu'on appelle hôpital de district. Comme ça, parce que le district de santé obéit à ce qu'on appelle un arrondissement ou une commune. Et à côté de ce qu'on appelait hier les dispensaires, qu'on appelle aujourd'hui centres de santé intégrés, devraient être dans les quartiers, dans les villages. Donc en fait, ça veut dire qu'une ville comme Douala, Yaoundé, Bamenda, Bafoussam doit avoir au moins un hôpital de référence, des hôpitaux, on pourrait dire régionaux, mais également des hôpitaux de district parce qu'il y a des communes, mais également des dispensaires qu'on appelle des centres de santé intégrés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'orientation que venait d'énumérer Charles Lamel tout à l'heure, la nuit, vous êtes atteint de fièvre, parce que vous ne savez pas, en fait, vous tremblez, vous ne savez pas si c'est la fièvre, si c'est le palu. Le premier centre de santé devrait être le dispensaire d'hier, qu'on appelle l'hôpital de centre de santé intégré aujourd'hui. Donc, ça doit être là. De la même manière au village, vous êtes au champ, vous êtes blessé, vous devez vous rendre tout de suite. Et ça devait être également accompagné, parce qu'il ne s'agissait pas seulement de mettre les bâtiments, mais de faire des médicaments, des génériques qui devaient être distribués partout. Étant même le on appelle programme essentiel de médicaments. Or, malheureusement, ça reste au niveau des textes et tout. Maintenant, à côté de ça, il y a ce qu'on appelle projet de vaccination élargie, par exemple, programme national de paludisme, ainsi de suite, qui devrait accompagner, mais également, comme on appelle le programme de santé sectorielle, voilà, qui devrait donc être accompagné des plans d'urgence des communes. Donc, c'est pour cette raison que les communes, depuis 1996, on les a intégrées pour gérer les centres, les hôpitaux de district dans leur comité de gestion. Et justement, cette nouvelle disposition ne s'applique pas concrètement sur le terrain. Absolument, il y a des communes, des maires qui n'ont pas accès à la gestion de ces hôpitaux-là. Absolument. C'est là où le bas blesse. Alors, Megui, sur le sujet, quand on est une maman et qu'on a envie vraiment de se rendre pour les raisons de maternité ou bien de santé infantile dans le premier centre venu, est-ce qu'on a toujours la facilité nécessaire d'avoir, je veux dire, la structure qui doit bien vous accueillir aujourd'hui? Quel que soit l'endroit où se trouve, comme le disait Mbombo. Non, déjà dans les grandes villes, ça pose même un problème parce que aujourd'hui, quand on parle d'hôpital de référence, on veut bien se demander lequel c'est, par exemple, pour ce qui est de la ville de Douala, quand on observe tous les manquements qu'on peut rencontrer dans ces structures-là. C'est la triste réalité. On peut les énumérer, on peut tenter une énumération quand même. Pour Douala, la Quintini, hôpital général. L'hôpital général, l'hôpital obstétrique. C'est les deux hôpitaux qui devraient être... Dans un seul côté fonctionnel, la partie chinoise et la partie camerounaise. C'est les deux qui devraient, vous avez bien dit qu'ils devraient, mais malheureusement qui ont encore beaucoup de limites. Mais c'est une triste réalité, surtout quand on se rend justement dans des zones un peu retirées. Il y a des hôpitaux qui n'existent que de nom. C'est-à-dire quand vous y allez, il n'y a rien. Il n'y a presque pas de personnel. Je dis, il y a des hôpitaux ici, même en périphérie là, de Douala, dans des comment je veux dire, des localités comme Bomono, Penja, tout ça. Vraiment, vous y allez, il n'y a presque pas de personnel, il n'y a rien, pas de plateau technique, pour faire même des examens simples. Ils sont obligés de se déplacer pour venir ici faire des examens et aller redonner les résultats aux gens. C'est une véritable aberration. Alors, vraiment, Bomboka fait un
tableau parfait de ce qui devrait se faire. Mais vraiment, au risque de se répéter, ce n'est pas fait. Alors, au niveau donc de cette carte sanitaire, on s'attarde davantage dans cet exercice sur les hôpitaux à caractère, à connotation publique, si vous voulez. Maintenant, je crois savoir qu'en raison de ces insuffisances, tendances, il y a de plus en plus aujourd'hui les hôpitaux privés qui prennent le pas, finalement. Comme quel? Les hôpitaux catholiques, par exemple, ou bien les cliniques, si vous voulez. Les hôpitaux catholiques où on confisque les gens savent. Si vous savez qu'on a confisqué une petite fille dernièrement parce qu'elle a accouché, il n'y avait pas l'argent pour payer les frais de l'hôpital. Ça m'a mis le nom catholique sur ça. Pardon, enlève mon frère. Enlève. Il y a un hôpital, commençant par l'hôpital de Ndungue. Quand j'étais petite, on disait que ta mère malade, elle est dans quel hôpital? On disait que Ndungue. Donc Ndungue, c'était un peu comme Paris. Un hôpital qui comme Anne aussi. Voilà, Sam. Tu as vu l'image de l'hôpital de Ndungue maintenant? Mieux encore les hôpitaux qui sont dans mon village. L'hôpital de Ndungue maintenant, c'est comme mieux encore le centre de santé qui est en prison. Parce que là-bas, c'est le grand frère. Moi, je n'ai pas de proposition à faire. Je pourrais dire au gouvernement que papa, pardon, vous-même vous voyez comment nous souffrons. J'ai une proposition à vous faire. Vous n'êtes pas obligé de prendre ce que je dis, mais c'est mon point de vue. Et si j'avais une parole dans ce dehors, c'est que tous les malades là, vous buvez les médicaments pour rien, les examens pour rien. Mais la proposition que fait mon gouvernement, c'est que vous pouvez nous aider en ce qui concerne la santé. Les examens au Cameroun, on peut les faire un jour dans certains hôpitaux. Maintenant, les médicaments, on prend sur nous d'acheter. Quand tu parles des hôpitaux de renommée, Sam, tu pars dans ton épouse part dans un hôpital d'une gomme dans la coucher. Elle a les déchirures. Maintenant, pour coudre, on te dit qu'il n'y a pas l'aiguille. L'aiguille coûte combien? On te dit qu'il n'y a pas... L'aiguille, on te dit que non, madame, c'est mieux de supporter comme ça. Demain, on va voir comment on va faire pour chercher l'aiguille, pour commencer à coudre. Entre-temps, madame, faire comment? Alors que si avec l'aiguille, après les déchirures, on devait coudre une fois, la douleur finie. Ce qu'elle passe encore, nous, là, qu'on vient encore travailler, ça tend les nerfs. On a beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses. Tu arrives dans un hôpital que tu as fait l'accident, Sam. Il faut qu'on te sauve là. On te dit que le chirurgien n'est pas là. Alors que c'est l'hôpital du Ngomna. Le chirurgien n'est pas là, qu'il est parti où? Alors que c'est lui qui devait être de garde. Quand peut-être tu es un peu et que tu veux mouiller la barbe, on dit que non, on va voir comment il va faire. On va faire pour l'appeler pour qu'il vienne essayer de voir le cas urgent. Vous savez où on va se les trouver? Au bar. Vous faites quoi au bar? D'abord, les bars font quoi devant les hôpitaux? Très bien. On va alors, mettre tous les cher Lamel, on revient sur la thématique parce que j'imagine que si vous avez voulu traiter de cette question, c'est pour bien faire la démonstration que sur le papier, c'est bien, on parle d'assez belles choses, mais concrètement, la carte sanitaire au Cameroun n'obéit pas vraiment aux conventions. Parce qu'il y a Accra au Ghana qui a un très bel hôpital, le plus beau, je crois d'ailleurs, sur le continent. Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut être reconnu comme hôpitaux de référence au Cameroun? Il y en a au Rassemblement, on en a parlé. Si vous voulez parler des dispensaires évolués, je serai d'accord avec vous. Moi, j'appelle ça des dispensaires évolués. Ce n'est pas des centres de santé, ce n'est que des noms, excusez-moi de vous le dire. Allez voir la qualité de plateau technique de ces centres même d'accueil. De référence. Regardez même l'accueil, ne serait-ce que. Regardez les urgences de ces soi-disant centres. C'est le comportement humain qu'on a changé, non le plateau technique et les aptitudes. Vous descendez ici à l'hôpital gynéco-obstétrique de Yassa, vous allez vous rendre compte que le personnel, la majeure partie du personnel affecté est en train de se former. Vous allez découvrir les gens qui sont encore en pleine formation, alors que dans un centre de référence, on a besoin d'avoir des personnes déjà nanties, avec des têtes bien pleines. Ça, c'est le premier point. Qu'est-ce qu'on a fait du document de stratégie sectorielle pour la santé dont parlait c'est en 1999 qu'on a implémenté cela. Ce même programme a été fragilisé avec les normes de remaniement ministériel à n'en plus finir. On enlève X, on remplace par Y, on remplace Z. Aujourd'hui, nous avons un ingénieur polytechnicien qui est installé. Nous avons quelqu'un qui est là. Or, ce document devait, s'il était tellement bien peaufiné, qu'il devait aider au secteur de la santé. Vous avez vu la question des kits d'hémodialyse aujourd'hui. Pour pouvoir faire, il fallait que ce soit le ministre qui soit devant. Est-ce que c'est de la responsabilité du ministre d'être là-dessus? Je pense que dans un département ministériel, il y a plusieurs services qui sont censés traiter de la question du matériel. Est-ce que son ministre va se lever pour aller gérer ce type de dossier? C'est pour dire donc que le ministre, la forte centralisation a fait en sorte que tout soit abandonné. Comment dans une ville comme Douala, l'hôpital à Quintini, vous avez un lit pour 456 habitants dans une ville. Un lit où tous les gars de malades sont couchés dehors, sur le gazon. Faites le tour la nuit à l'hôpital à Quintini, vous allez croire que c'est une station-service où les 26 sont couchés sur la moto.
Tous les gardes malades sont couchés dans le truc. Et même dans les salles d'hospitalisation, les gardes malades sont au sol, sur les lattes. Est-ce qu'on peut appeler ça un centre de référence? Faites le tour à l'hôpital général de Yaoundé ou de Douala, vous allez vous rendre compte que les mêmes problèmes que la Kétini a, l'hôpital général a déjà. Est-ce qu'on devrait arriver à l'hôpital général et avoir des problèmes de scanner? Est-ce qu'on devrait arriver dans un hôpital et avoir des problèmes? Alors, j'estime donc qu'il y a une forte centralisation qui fait. Puis on a vendu la chèvre au directeur de ces différents organismes et on a tenu l'accord. L'accord n'est tenu par Yaoundé. On vous dit vous pouvez faire ci, vous pouvez faire ça, mais tentez d'implémenter, on vous colle dessus avec la dernière énergie. Voilà, le message est passé et c'est en cela qu'on va mettre un terme à cette colère qui a tout son sens et pourtant bien de beaux mondes sont passés à la tête de ce département de la santé. Donc on dira au niveau des politiques publiques en matière de santé au Cameroun, très peu de choses ont été faites. On se rappelle même de l'époque de Joseph Mbédé, qui était un spécialiste de la santé. Les Joseph Owona, ils sont passés au Languenawan. Aujourd'hui, on a un polytechnicien. Donc, moi, je voulais dire que le chef de l'État qui se repose actuellement en Bormeka devrait prendre une décision. En enlevant Mamafoudan Diakboucha à la tête de ce ministère depuis tel nombre d'années. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as eu des budgets à ce niveau. Tu as épuisé, tu es posé à hauteur de combien? Comme tu pars, quels sont les travaux que tu laisses? Parce que celui qui vient doit continuer. Et donc, Mamafouda a déjà été reconduit au moins une fois à cette fonction-là. Donc, très souvent, quand on est impopulaire, on n'est pas toujours remplacé sous le renouveau. Voilà. Bon, maintenant, on sort de ce sujet avec quand même l'autre problème d'accès. Parce qu'on parlait de l'hôpital général de Douala. Allez-y faire un tour au niveau de la déventure, c'est-à-dire la route qui mène vers l'hôpital général de Douala. Donc, on mène des travaux de réaménagement, mais rien n'y fait. La moindre secousse peut même tuer. Même chose pour l'hôpital catholique de Lokpom à Douala 5e. Alors là, c'est indescriptible l'état de la route qui mène vers cet hôpital quand même assez fréquenté. C'est bien dommage. On va passer du coq à l'âne pratiquement pour parler de tout à fait autre chose avec notre invité. Voilà, Madame Suzanne Ndomo, reconnue du nom d'artiste Suzy Art, qui est dans le domaine de l'artisanat pour parler donc de tourisme. Mais je dois rappeler qu'en cette matière, le Cameroun est aussi nettement en retard. Il existe bel et bien un département en charge des questions de tourisme. Il existe un ministère des Arts aussi et de la culture chez nous. On verra bien avec elle si tout cela est en accord. Bienvenue, bonjour à vous. Bonjour. On ne vous entend pas beaucoup, soulevez votre micro, on est déjà en direct. Bonjour, vous gardez le micro tout droit vers vous, voilà. Ouais. Bonjour. Bonjour, Sam Séverin. Voilà, vous allez bien? Un peu, oui. Voilà. Je dois rappeler que vous présentez davantage comme une artiste créatrice dans le domaine de la... D'où vous est venue cette passion? On peut refaire la petite histoire? Ouais, c'est un don du ciel. Ouais. Un don? Ouais, c'est un don. Donc elle est née avec ça. C'est ça, non, maman? Bien sûr, c'est un don, ça ne s'achète pas. C'est naturel. Comment ce don s'est matérialisé en vous? C'est Dieu qui donne. Hein. Comment ce don s'est matérialisé en vous? Bah, déjà, pour commencer, je suis d'une famille d'artistes. Oui, ma mère, dans les années 60, était styliste. L'une des très grandes stylistes dans la contrée, généralement, plus précisément dans la vallée du Thème, en Mbam. Elle habillait pas mal de personnes, enfin, des grandes dames et autres. Des personnalités. Et puis, sur le plan national, c'est-à-dire l'autre côté du Gabon, voilà. Et puis, à chaque fois, je l'assistais et j'avais senti en moi quelque chose qui m'attirait vers ce... Son nom, c'était Madame Meka. Très connue d'ailleurs, parce qu'au jour d'aujourd'hui, elle a 82 ans. Elle continue à créer. Hein. Ah, super. Le nom, ce nom me dit quelque chose. Elle a cousu les habits de mon père. Son nom là me dit quelque chose. Elle continue. Ambam entière, voilà. Elle est très connue, très connue. Sa spécialité était de tricoter et puis de créer et de coudre. Donc, alors j'ai hérité cela d'elle. Voilà. Et au fil du temps, j'ai grandi avec cela. Voilà. Très bien. Donc aujourd'hui, vous avez votre propre galerie et je vais poursuivre avec d'autres séries de questions, mais je voudrais d'abord donner la parole à Charles Amel ou Mbombok pour relancer ce débat.
Alors, aujourd'hui, vous êtes là pour certainement aborder la question de l'art. Comment se porte l'art? L'art vu sous le prisme de la création et de la commercialisation. Oui, c'est une très bonne question. Hein. Au Cameroun, honnêtement parlant, l'art se porte très mal. Très mal. Bon, ben, de mon côté, je dirais que ça se porte bien. Pourquoi? Parce que je me suis mise à fond et c'est avec beaucoup d'amour que je me suis retrouvée dans ce domaine. Hein. Et bien que ça se porte mal, je suis obligée de faire avec. Voilà, je suis obligée. Pourquoi? Parce que j'adore ce travail. Si ça n'avait pas été cela, je pense que je n'en serais plus ici, hein, de toutes les façons. Donc, heureusement pour moi, j'ai mes fans qui m'adorent, qui m'apportent un soutien, qui déjà chez moi, la majorité de mes clients, ce sont des touristes, des expatriés et puis des nationaux, et qui m'apportent un plus en ce qui concerne le survie. Oui. Alors, donc, oui, je vous écoute. Sachant que les carnets d'adresse, puisque vous parlez de touristes, ça va forcément faire allusion à la position. Comment vous réussissez à avoir le carnet d'adresse? Est-ce que c'est le carnet d'adresse hérité de votre maman, qui était une artiste? Vous avez assuré la continuité? Ou alors, vous vous êtes lancé, parce que c'est là le drame. Il n'y a pas un accompagnement aujourd'hui culturel qui permet à un artiste, notamment à travers des salons, de pouvoir se faire des cartes de visite. Comment vous faites pour avoir votre carnet d'adresse et pour mettre en valeur ce don reçu du ciel, comme vous l'avez dit? Oui, c'est mon savoir-faire. Oui, et puis l'excès d'amour que j'ai mis dans... C'est mon savoir-faire, pardon, et puis l'excès d'amour que j'ai... Je parle du carnet d'adresse. Comment vous avez réussi à le constituer? Peut-être à travers vos voyages personnels et tout ça. Comment vous rencontrez déjà votre... À travers mon savoir-faire, hein, je me suis fait avoir un carnet d'adresse très important. Parce que je me dis, si ce n'était pas dû à mon savoir-faire, je pense qu'on n'en serait pas là. Je n'aurais jamais eu ce carnet d'adresse. Essayons d'élargir pour aller au-delà de votre propre personnage, Madame Domo. Est-ce que ceux qui sont comme vous, qui veulent exceller dans ce métier, ont vraiment de la chance d'y parvenir au Cameroun? Quelle est la politique mise en place quand on parle d'artisanat et de tourisme plus globalement chez nous? C'est vrai, vous avez déjà dit que ça se porte mal, mais essayez d'être un peu plus explicite. Qu'est-ce que vous auriez souhaité qui devait être mis en place? Ça se porte mal. Le tourisme au Cameroun se porte très mal en ce qui concerne la culture artistique. Pourquoi? Parce que déjà, je reçois pas mal de personnes chez moi, déjà, qui très souvent n'arrêtent pas de me dire, mais Suzy, écoute, on aimerait bien prendre tel objet, mais malheureusement, au niveau de l'aéroport, on est bloqué. On n'est pas en mesure de sortir avec des œuvres. Pourquoi? Parce qu'on nous emmerde. Et ça nous fait manque à gagner. À nous, les touristes, à nous, les artistes. Ce qui fait que très souvent, quand ils arrivent, parfois, ils ont envie de nous laisser de l'argent, ils ont envie d'acheter, mais obligés de partir, de voyager comme ça, sans rien, sans cadeau. Alors, ça fait manque à gagner pour nous. Et c'est la raison pour laquelle je disais tantôt que l'art se porte très mal. Ça se porte mal. Alors, ouais, est-ce que cette législation, elle est prévue, donc c'est interdit de sortir avec les objets d'art du Cameroun? Quelles en sont les conditions? Oui. Certains. Alors, il faut dire quand même que dans la classification du ministère de la Culture, il y a certaines œuvres qui ont été répertoriées auprès des chefferies. Rappelons-nous que nous étions en 1986 lorsque la sculpture à Fouacom, la sculpture Com, mâle et femelle, pour dire comme ça, avait fait un tabac parce qu'elle s'était retrouvée dans un musée. On avait volé et on a vendu à un conservateur. Finalement, la statue a manifesté le désir de rentrer. Donc, dans chaque chefferie, il y a un répertoire qui est fait des œuvres d'art. Donc, lorsqu'on arrive vous arrivez au niveau de l'aéroport, vous devez justifier la provenance de l'objet. Et c'est ce qui fait généralement problème avec ceux qui détiennent les commerçants d'art, les marchands d'art. C'est ce qui fait problème quand ils ne parviennent pas à justifier l'origine. On a donc l'impression, pour les douaniers, ils ont l'impression que c'est des choses qui sont volées et détournées. Donc il y a un problème d'authentification au niveau des galeries, parce que les galeries elles-mêmes qui disent être des galeries ne sont pas des galeries, parce qu'elles n'ont pas elles aussi obtenu l'agrément nécessaire pour pouvoir commercialiser certains produits. Mais il devrait pourtant en exister qui sont reconnus. Il existe ceux qui sont connus, d'où maintenant la technique employée par les touristes lorsqu'ils achètent une toile, d'enlever le taquet
de rouler juste l'objet, c'est-à-dire la toile, généralement conçue sur du papier Jéricho, et conservé dans la valise et voyager avec sans toutefois... Merci beaucoup pour cette précision, Charles Amel. Mais Guy, vous voulez... Oui, moi, je voulais demander à Suzy, hein, vous qui êtes dans le domaine de l'art et de la culture, vraiment à fond. Alors, si on vous demandait aujourd'hui quelles sont les propositions que vous pouvez faire pour qu'il y ait des améliorations dans ce secteur-là, quelles seraient vos propositions? Oui, je demanderais au gouvernement d'essayer de nous apporter un soutien en ce qui concerne, comment dirais-je, en ce qui concerne un certain nombre de trucs, à savoir la facilité de transporter les œuvres au-delà. Hein? Pourquoi? Parce que nos touristes ont vachement de problèmes et ça nous fait manque à gagner. Et peut-être qu'il y a une multiplication des salons et des présentations, parce que tout à l'heure Charles Amel le relevait. Alors il y a beaucoup de choses pourtant, hein, beaucoup de richesses il me semble, dans le Noun par exemple, dans la région de l'Ouest. Il y a beaucoup de belles choses qui... Le problème avait été évoqué en 2003 lors d'une étude de faisabilité à laquelle j'avais participé, qui portait sur comment faire pour faciliter le transport. Il faut former le personnel douanier. Tous ceux qui sont arrivés, il faut les former. Ils ne connaissent rien de tout ce qui est artistique et artisanal camerounais. Ils ne maîtrisent rien. Tout ce qu'ils voient renvoie à des chefferies conséquentes. Ça ne devrait pas sortir. C'est des objets volés. Ça veut donc dire que l'artisanat n'est pas bien structuré au Cameroun, si j'ai bien compris. Hein. Et même les eaux et forêts aussi. Hein. Ils emmerdent à l'aéroport. Hein. Mais Sam, je voulais demander à Massigi que... Oui. Massigi, comment vous refusez de passer par l'aéroport? Est-ce que vous ne pouvez pas mettre dans le bateau? Non, parce que... le bateau est là, maman. C'est la même chose. Tout ça, il y a toujours... C'est ça que je suis en train de dire. La douane est partout. Hein. Toujours les douaniers. Donc là-bas, ils vont glisser même plus que l'avion. Pas forcément, hein. Ce sont les mêmes têtes, ce sont les mêmes personnes. Hein. Parce qu'en dehors du plan A, B, si le plan A loupe, on peut passer au plan B. Bon, c'est une proposition. Oui, bien sûr. Je souhaiterais qu'un bon boc à ce stade de nos discussions nous dise quelle est l'observation générale qu'on peut en faire dans ce secteur. L'observation générale, Sam, c'est toute l'administration. En réalité, je vais prendre le cas de ces créateurs, c'est-à-dire que vous avez ce qu'on utilise souvent, des bennes. Quelqu'un fait un masque, on scrute quelque chose, on vous interdit de sortir, sous prétexte que l'ébène n'est pas commercialisable comme ça. Or, sur place, on n'a pas mis en place un cadre qui fait que même lorsque on donne le permis de coupe de bois à, je ne sais pas moi, un bâtiment établissement qui a coupé le bois et que les branches sont restées en brousse. Et que moi, quand je vais là-bas, je coupe une branche, sur le coupe qu'il a abandonné, il ne viendra plus, je viens faire une petite statuette et j'expose ce Suzy Art. Un touriste vient acheter, il s'en va avec. Donc je veux dire, c'est cette législation-là qui n'est pas intégrée. Or, Henri Bandelot, ministre de l'Information et de la Culture, avait fait un festival à l'époque, je pense que c'était le dernier, de la culture, pour amener l'imagination du gouvernement à voir comment on pouvait encadrer ces gens-là. Et c'est d'ailleurs à la suite de ce festival qu'on a changé même la dénomination du ministère de la Chambre de commerce. C'était les épis d'or. Voilà. Chambre de commerce, parce que c'était Chambre de commerce et mines et l'industrie. On a ajouté et des arts. Voilà. Quelques temps après, on crée le ministère des petites et moyennes entreprises et d'artisanat. Alors que de l'autre côté, c'est le ministère des arts et de la culture. Or, quand vous regardez bien, beaucoup de choses s'enchevêtrent. Donc, entre le ministère des Arts et de la Culture et le ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Artisanat. Je veux préciser à la suite de Mbombo que toutes les œuvres qui vont n'ont pas de fiche technique. Disons la vérité. Parce que le gars, le galeriste, celui qui gère la galerie, qui commercialise, ne fait pas la fiche technique de l'œuvre qu'il commercialise. Chaque œuvre a un acte de naissance. Toute œuvre d'art a un acte de naissance qui fonctionne. Donc, lorsque le touriste arrive, c'est cette fiche technique qu'il est censé présenter, qui l'autorise, partant de la galerie, qui l'autorise à sortir avec. Il y a un poids, une taille, en termes de grammage. Le trône, vous ne pouvez pas sortir avec un trône pour dire que vous allez voyager avec un trône. Rarement. Soit les gens vont ici avec les bois de coke pour aller assembler, ils vont faire l'assemblage ailleurs. Donc dire que les gens sortent, ils ont des difficultés, c'est par rapport à la question de fiches techniques. On achète n'importe quoi dans la rue, on veut aller, on a nos frères Bamoun
qui font, c'est pas une insulte que j'envoie à leurs endroits, qui utilisent des méthodes telles que l'iode et le sel pour faire vieillir, par enfouissement, pour faire vieillir l'œuvre et faire voyager. Lorsque l'œuvre arrive à un certain état, c'est normal que les douaniers s'intéressent. D'où la formation de ces douaniers. Alors moi j'ai un souci parce que c'est vrai que notre invité a peut-être une certaine gêne à indexer spécifiquement quelques-uns de ces départements parce qu'elle a parlé de gouvernement généralement, mais on voit bien que les actions s'enchevêtrent entre le ministère des PME et de l'artisanat, les arts et de la culture, la chambre de commerce et des arts, et puis le ministère du tourisme. Vous voulez que votre action soit bien encadrée exactement par quel département? Ben, je pense qu'on appartient déjà à 3, si j'ai bonne mémoire, à 3 départements, n'est-ce pas? Oui. C'est-à-dire le tourisme, les arts et puis... voilà. Pour le tourisme, alors, c'était un gros vide. On n'a pas le sentiment que de la part du ministre d'État, Bello Bouba Maïgari, et toute son administration, il y a des bonnes mesures. Et pourtant, le Cameroun, oui, si vous permettez, effectivement, il y a une sous-direction de la diversité culturelle au ministère des Arts et de la Culture qui devrait, il n'y a que de très belles formules. En réalité, encadrer tous ces processus. C'est-à-dire que vous êtes un sculpteur, vous allez, je ne sais pas moi, dans le Mungo, n'importe où, vous trouvez une pierre. Vous décidez de ramener cette pierre à Douala parce que vous allez sculpter quelque chose dessus. Vous exposez ce madame dans telle galerie, juste pour exposer. Et maintenant, c'est cette sous-direction de la diversité culturelle qui devrait donc vous donner les éléments pour que sur la pierre, on dit c'est telle pierre de temps, c'est le granit, c'est le ci, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Pour que, en fait, au niveau de la douane, on dise que comme c'est 1 kilo, ça paye 50 francs. Comme c'est 1,5 kg, ça paye 75 francs. C'est ça qui n'est pas fait. C'est ces choses-là qui ne sont pas faites de la part du gouvernement. Comme on disait tout à l'heure pour la politique de la santé, c'est la même chose qui se passe de l'autre côté, même avec les rotins. Vous voulez faire un vrai art avec les rotins. Or, on vous empêchera de sortir avec ça. Et voilà donc comment on perd de l'argent. On perd. Mais on vous dit, que le marché de l'art dans la politique gouvernementale, c'est que dans tous les aéroports, il doit y avoir des boutiques. Maintenant, dans ces boutiques, ce n'est donc pas, comme disait Charles Hamel, ce n'est pas catégorisé. On ne sait pas quelle licence on utilise. C'est-à-dire, il n'y a pas de fiches à coller sur ces œuvres-là pour que même lorsque vous voyagez, quelqu'un revienne dire je veux 100, voilà. On revient à vous, madame, pour les... Donc madame se débrouille, elle se débrouille, elle seule avec son candidat d'adresse, avec son entrée-gens. Or, elle ne devrait pas se débrouiller. Bien évidemment. Comme les autres. Bien évidemment. Avant qu'elle ajoute en disant que tous ces ministères, que ce soit les ministères de la direction, tant pour moi la direction du patrimoine, la gestion du patrimoine, le ministère des Arts et de la Culture, ils sont bien là. Mais le problème, c'est qu'il n'existe pas un marché de l'art camerounais. Nous n'avons pas un marché de l'art. Ils n'ont pas voulu créer. Oui, en principe, les petites et moyennes entreprises devaient créer un marché de l'art. Dans le marché de l'art, on a les fournisseurs de matériaux. Dans le marché de l'art, on a le transformeur, celui qui transforme la matière, le produit brut, qui peut être l'artisan. On a le commerçant, le vendeur qui est l'historien d'art, celui qui arrive et qui restitue l'objet dans son contexte historique. Et on a en fait celui, le commissaire qui est là pour assurer la maman. C'est ça le marché de l'art. Qui doit mettre en place les trois ministères qui doivent s'associer. Et en plus, il doit avoir un promoteur de l'art de la culture. C'est-à-dire quoi? C'est lui qui se dit, bon, mais madame Ndomo, moi je mets 10 millions. Comme vous êtes dans la création, mais maintenant il faudrait donc que l'État dise les 10 millions qu'on ne prélève pas la TVA sur les 10 millions. Conditions de conservation. Même avec ça, lorsque vous achetez une œuvre, il faudra traverser au moins 3 ministères pour partir avec votre œuvre à l'aéroport. C'est-à-dire que, alors que... C'est ça le travail de la galerie, authentification. C'est le travail de la galerie. Et même que les musées se ravitaillent pour la plupart, non pas dans les chefferies, mais ils ont l'objectif de faire dans ce qu'on appelle la reprographie. C'est-à-dire, nous avons vu un objet dans la chefferie de Balikoumbat qui nous a intéressés. On a filmé, on vient voir la galeriste en disant, bon voilà, vous qui êtes proche des artistes et des artisans, reproduisez-nous cela. Les musées conservent les reproductions de peur des vols, de peur si les originaux sont conservés ailleurs. Voilà pourquoi le rapport est artiste, galerie, musée. Voilà, je dois rappeler, pour ceux qui découvrent sa nouvelle vocation, Charles Hamel Bachou est spécialiste de culture et civilisation. C'est pour ça qu'il en parle avec emphase et on la remercie pour cela. Effectivement, on va aller vers la fin, madame.
essayez de nous vanter un tout petit peu quels sont les différents produits. J'avoue que moi, je suis un peu profane sur la question. Quels sont les matériaux qui doivent être valorisés au Cameroun, essentiellement, et sur lesquels vous travaillez déjà, par exemple? Oui, parce qu'on a parlé de rotin tout à l'heure, il y a bien d'autres choses, parce que moi j'ai pu visiter votre galerie. Oui, bien sûr. J'avoue qu'il y a plein de choses, mais scientifiquement, je ne sais pas de quoi il s'agit. Voilà. Oui, déjà, j'approuve le point de vue de monsieur. Hein. Charles Armel. Monsieur Charles Armel, voilà, qui déjà me connaît bien. Il me l'a dit. Hein. Je vois tellement beaucoup de personnes devant moi et puis bon, voilà. Donc, j'aimerais dire au public que je ne suis pas une collectionneuse. Je suis une artiste créatrice. Hein. C'est ma profession reconnue. Et puis, en dehors de la création que je fais, je suis peintre. Donc, j'ai eu plusieurs mérites sur le plan national, international et reconnu. Hein. Donc vous avez déjà été reconnu sur le plan national. Bien hein, sûr, voilà, bien sûr. Et c'est la raison d'ailleurs que je me suis fait accompagner par ceux-là qui ont reconnu mes mérites et qui est la Chambre de commerce. Alors je ne peux que leur dire chapeau. Oui. Donc la Chambre de commerce m'a soutenu et d'ailleurs je suis sur leur site à Bounanjo, à l'avenue de Gaulle, où j'ai monté un chef-d'œuvre artistique qui déjà me permet de m'exprimer et de valoriser l'art camerounais et voilà. Sur quel, bon, pour revenir à ma question, donc, sur quel type de choses vous travaillez dans les matériaux voilà, moi je suis plus dans la récupération et la transformation. Les alliages bientôt. Voilà. Les alliages. Donc en fait, je récupère les essences avec mon équipe parce que je fais un travail d'équipe. Oui, dans mon atelier. Oui, chez moi à Bounanjo, ce n'est qu'une galerie d'exposition. Voilà. Je récupère les essences qu'on abandonne, les troncs d'arbres, les racines, à travers les rivières. Et on les récupère avec leur forme. Et moi, en tant que créatrice, j'apporte mon point de vue sur la pièce. Et on arrive à transformer beaucoup de pièces dessus, telles que des fauteuils antiques, des veilleuses. Est-ce qu'on peut susciter des vocations dans votre domaine? Est-ce que vous avez, parce que vous travaillez en équipe, c'est vrai, mais est-ce que vous pouvez encourager des jeunes filles aujourd'hui, par exemple, qui sortent des universités à se lancer? Bien sûr, bien sûr. Je les reçois tout le temps. Hein. Et même au jour d'aujourd'hui, j'arrive à former les petits-enfants, déjà chez moi. Hein. Si vous arrivez à la galerie, vous alliez trouver mes enfants, le futur créateur, qui est d'ailleurs le dessinateur, il a 9 ans. Il a déjà certaines œuvres chez moi que j'expose et c'est mon fils. Hein. Il fait dans les œuvres de l'esprit, reconnu. Hein. Au-delà donc de la vocation, c'est-à-dire que si on a le don, est-ce qu'on peut apprendre ce métier? C'est ça là aussi. Là. Il faut d'abord l'aimer. C'est avec beaucoup d'amour. Hein. Si je suis arrivée là, c'est avec beaucoup d'amour. Parce qu'en fait, si ça n'avait pas été le cas, franchement, je n'en serais plus là. Non, nous, on peut dire que c'était dans les gènes de maman, et vous a transmis, vous transmettez. Même moi qui ne sais même pas si c'est dans les gènes ou pas, je peux venir ou envoyer mon enfant, c'est ce que je voudrais savoir. J'envoie mon enfant de 10 ans là, vous... Tranquille, et je ferai tout pour que cet enfant puisse l'aimer. Oui. Alors, quelle est votre relation, puisque nous avons quand même un musée, même s'il ne remplit pas toutes les conditions dans la ville de Douala. Généralement, il y a ce qu'on appelle une fois l'an, à travers les différents salons, une collecte qui est faite pour conservation. Ça veut dire que vos œuvres, malgré votre reconnaissance, aucune de vos œuvres n'est encore entrée dans l'un des musées, que ce soit un musée régional ou national? Oui, c'est vrai, ils m'ont contacté au SIAC à Yaoundé. Pas mal de personnalités m'ont contacté à Yaoundé. Il y a l'OAPI déjà qui m'a demandé de protéger ma marque, voyant que je fais dans la qualité, dans l'authenticité. Et moi déjà, je peux vous dire, je ne collectionne pas, je vends, je produis et je vends mes créations. Est-ce que vous avez conservé, c'est-à-dire est-ce que vous avez déjà une œuvre qui est au musée national? Non, pas encore. Voilà. Mais en fait, je me suis dit, plus tard je le ferai. Je le ferai. Mais pour l'instant, ce qui me préoccupe, c'est d'améliorer d'abord mon système, hein, et qui est ma galerie. Non, mais en réalité, ce n'est pas vous qui choisissez d'envoyer une œuvre au musée. C'est ceux qui, quand le musée, qui se promènent et vous dites, madame,
cette œuvre-ci, on la considère comme d'utilité publique. Et on vous paye par rapport à ça. Et parce que c'est là, il n'y a pas d'heure autant au monde. Comment ça fonctionne donc pour qu'on débouche sur le musée? Alors, c'est ça. Oui, non, le truc, c'est qu'il y a généralement des salons, puisqu'elle dit qu'elle a cette reconnaissance nationale. Il y a cette reconnaissance nationale. C'est lors de cette reconnaissance nationale, à travers les multiples salons, qu'il y a une œuvre qui est récupérée et qui est d'office installée au musée national. Soit dans l'art contemporain, soit dans l'art antique, suivant ce qu'ils ont demandé. Elle a parlé du siècle, le salon international. Le salon international. J'ai eu pas mal de personnes. Oui. Oui, mais je ne sais pas à quoi ça sert essentiellement. Hein, parce que oui, Megui. Moi, je voudrais savoir, est-ce que votre clientèle, elle est essentiellement constituée d'expatriés ou de nationaux? Est-ce que vous pensez que les nationaux s'intéressent vraiment à notre artisanat? Oui, oui, déjà. Oui. Avant, ce n'était pas le cas. Avant, ce n'était pas le cas. Oui. Je peux vous rassurer que j'ai pas mal de clientèle en ce qui concerne les nationaux déjà qui achètent très bien. La plus grande est constituée d'expatriés. Mais la plus grande, voilà, est constituée beaucoup plus d'expatriés. D'accord. Voilà, tendance, on va sortir. Est-ce que tu as maman, je peux trouver quoi là-bas qui peut m'aller? Tout. C'est qui peut m'aller, pardon, qui peut me convenir? C'est que je peux trouver quoi là-bas qui peut m'aller, que je peux aimer? Tout. Tout comme quoi, par exemple? C'est-à-dire, déjà, il y a des colliers hein, qui sont faits à base des racines hein, et des pierres précieuses qu'on recueille dans les rivières. Moi, je collectionne ces essences, ces accessoires. Et la bambou de Chine, ça peut être à la portée de tous? Mais bien sûr. Déjà, voici ma création que je porte sur le cou. Hein. C'est l'os taillé. Moi, je récupère tout ce qu'on abandonne et puis j'essaie de les faire. Maman, si je viens avec le bambou selon la forme de mon choix. Ça, c'est l'os déjà du bœuf qu'on jette et que je récupère pour... Voilà. Et vous voyez ce que ça fait là? Ça fait un masque. Hein. Ouais. Et ça n'a pas de prix. Hein. Ça n'a pas de prix. C'est en quelque sorte la transformation. C'est ça la transformation. Et si je viens avec les bambous de Chine, vous pouvez me transformer quoi? Elle lit. Une veilleuse. Non, parce qu'on ne sait même pas les pailles. Il y a les pailles, les bambous de Chine, tout ça. Selon la forme la forme de ton choix et de mon inspiration. Hein, tout part de mon inspiration. La semaine prochaine, je vais venir avec les bambous de Chine. Voilà, merci beaucoup Tendance. On est arrivé au terme de cet entretien avec Madame Suzanne Domo, voilà, du nom d'artiste Suzy Art, pour évoquer l'artisanat ce jour qui est au centre vraiment de nos préoccupations à la faveur de la valorisation de ces nouveaux métiers-là, puisque c'est notre vocation aussi. Malheureusement, malgré toute une batterie, j'allais dire, de départements ministériels sur la question, on n'a pas le sentiment que les choses avancent beaucoup dans ce domaine au Cameroun. Le tourisme, l'art, l'artisanat, les PME, la chambre de commerce qui est concernée. Tout cela, ils devraient se mettre ensemble pour tenter quand même d'encourager ceux qui s'intéressent à ce qui s'y déroule. Dans ce milieu-là, on a franchi la première heure. Merci, madame. Au revoir. À très bientôt. Oui, on a fini. Ok, merci beaucoup. Je vous remercie aussi à toute l'équipe. Et puis, j'arrête pas de tirer un coup de chapeau à la Chambre de commerce qui déjà fait beaucoup pour les artisans. Voilà, vous l'avez déjà dit. Voilà. On prend une pause musicale. Attention, c'est une nouveauté donc de la part d'un chanteur qui a pignon sur rue. Mathématique de... Voilà, la chanson, le titre c'est Sérénade. Qui vient de paraître, en tout cas, ça date déjà de plusieurs semaines tout de même. Et comme vous avez pu le voir, encore une fois, pour vanter les mérites de l'amour, d'un amour pur, il a pris l'habitude, depuis qu'il est porté sur les fonds baptismaux, de défendre un peu la gent féminine d'une certaine façon. Rappelez-vous même de ce titre concernant notamment le mariage aussi. Et c'est toujours lui, Tendance, qui avait dit si tu as ton petit chéri, serre-le fort. C'est vrai. Je dis que Mathématique chante bien, il est humble. Ceux qui sont les artistes tatapions, quand ils ont un peu le succès, qu'on les connaît dans le village, ils ne saluent plus les gens en route. Il est humble, il embrasse, il parle bien. Ne change pas, parce que si tu changes, moi, mon CV changer sur toi. Il est l'un des artistes qui chante et ses chansons, il y a le message. Si tu aimes ton gars, ne serre-le fort. Il y a les femmes qui ne savent pas serrer leur gars. Et après, il y a les filles dehors comme ça qui cherchent le mariage. Tu es un homme à la maison,
Quand vous avez les problèmes, même s'il a tort, vraiment, il faut lui donner raison. Parce que si tu dis ça sort comme ça sort, il va te dire ça va sortir comme c'est sorti. Il va t'abandonner. On n'est pas pour le chantage avec un homme qu'on a les enfants. Non, l'homme aime où il va être. Voilà. Et aujourd'hui, il vit de son art, il parcourt le monde, il se fait appeler l'homme des 3 continents. Et je crois qu'il est camerounais d'origine, mais davantage ressortissant du Grand BAM. Voilà. Mais Guy, je vous donne la parole pour la suite, si vous avez quelques messages. Ah oui, on a des messages, Sam Sévérin, donc Alex Noé qui signe ce message. Cette maman, qu'on ne la punisse pas, s'il vous plaît. L'année prochaine, il faut qu'elle parte aussi composer à la place de sa fille et on verra. C'est une punition, effectivement. Et on verra ce qu'elle fera à son tour. Alors, cette femme doit être malade. Tout le monde n'est pas fait pour avoir tous ses diplômes. C'est grâce depuis Deido. Hier, un papa est venu déménager son fils. Son fils qui a échoué la toute première année à l'université. Pour l'amener en famille, c'est une forme de punition car les mauvais amis détournaient cet enfant, estime le père. Je ne pense pas qu'il est juste de punir un enfant de cette manière juste à cause de l'échec à un examen. C'est pas du tout correct. Donc voilà cet autre message. Après tout ce que vous êtes en train de dire, je pense qu'on ne pourra pas organiser la CAN. Pas d'hôpitaux, pas de routes, pas de stade. De qui se moque-t-on? Christian depuis Bafoussam. Voilà, à propos toujours des examens, il y a que beaucoup de réclamations cette année tout de même. Parce que, semble-t-il, Charles Hamel, il y a eu un fort taux d'échec au probatoire, par exemple. Même le BEPC, et d'ailleurs jusqu'à hier, il y avait des revendications. On a rarement assisté à cela au niveau de l'office du bac au ministère des enseignements secondaires à Yaoundé, qui a été assiégé. Où vous avez un étudiant ou un élève qui vous dit non, ce n'est pas possible, parce que j'étais parmi les meilleurs durant toute l'année, donc je ne pouvais pas avoir une note en deçà de 10 de moyenne. Alors, lorsque vous avez des enseignants qui, durant toute la période de l'année, ont passé le temps à organiser des grèves et à se plaindre, à attendre qu'on régularise les frais de correction, vous pouvez vous attendre à quoi? Même s'il y a eu sabotage, on ne vous dira pas qu'il y a eu sabotage. Même s'il y a eu légèreté dans la correction, on ne vous dira pas qu'il y a eu légèreté. Même s'il y a eu légèreté dans les délibérations, encore, on ne vous dira pas qu'il y a eu légèreté. Il faut s'attendre à cela. On a rarement vu cela, vous l'avez dit. Raison pour laquelle aujourd'hui, ça surprend tout le monde de voir des enfants qui tenaient leur bulletin en disant, regardez, du premier, deuxième, troisième, j'ai mâché les épreuves. Vous avez vu le probatoire où, avec le code 80, 70, on vous dit, vous avez échoué. Lorsque vous rendez, on vous appelle pour dire plutôt que voici votre nom sur la liste. Mais il faut dire que ce système, le système est grippé. Le système est grippé. Reconnaissons-le, le système est grippé. Ils sont arrivés au bout. Ils voient déjà le mur qui borne à l'esprit. Il faut qu'ils lâchent. Ils sont déjà fatigués. Ça, vraiment, il faut qu'ils acceptent que ça ne va pas. La machine est grippée. Il ne faut pas d'huile pour dégripper cette machine. Laissons de soir qu'on envoie les épreuves, la corriger ailleurs, Sam. Qu'on voyage avec les épreuves. J'ai vu la magie au lycée de Dedo. Les enfants ont monté la garde le jour là, Sam. Du matin jusqu'à 17h, c'est à 17h qu'on a affiché. J'ai dit que les enfants étaient alignés comme des prisonniers. Quand on a affiché, c'était on dit, enfant que j'ai eu. Pourquoi traîner même d'abord on a affiché? Le code de la même, pardon, ne faites plus ça dans les autres années. D'abord que je voulais aussi proposer qu'on me suspende le probatoire parce que ça bloque les enfants. Pardon, suspendez-moi. On avait déjà, il faut juste qu'on applique. Ça avait déjà été arrêté comme l'une des résolutions des États généraux de l'éducation. Ça avait déjà été arrêté. On doit juste mettre en application en supprimant le probatoire. Voilà, comme supprime, parce que le probatoire là crée les... Voilà un enfant qu'on a mis. Si elle meurt, les enfants qui sont allés prendre les comprimés parce qu'ils n'ont pas eu le probatoire 2, 3, 4 ans, 5 ans. Il y a des gens qui comprennent même 8 ans. Ce n'est pas un diplôme, c'est une attestation. C'est une attestation qu'on remet, ce n'est pas un diplôme. On prend les réseaux sociaux à présent, la revue des actualités parues sur le net, toujours à venir. Voilà, merci Sam Sévérin Ango. Donc, pour ce qui est de la revue des réseaux sociaux, en premier, on va parler de ce discours de Jacques Maboula, maire de la localité de Yabassi, qui présente le visage hideux d'une CAM et surtout qui tire sur les élites de ce côté-là. Donc le magistrat municipal a profité de la cérémonie de passation de service entre les préfets sortants et entrants d'une CAM pour dénoncer le comportement des élites locales dont les attitudes, les actes et le comportement contribuent à maintenir les populations de cette localité dans la pauvreté, l'enclavement et le sous-développement. Donc, une partie de ce qu'il a dit.
Les ventes de coupes forestières doivent être au profit de l'État du Cameroun et des populations, car une entreprise forestière a acheté 1000 hectares de forêt au prix de 2500 francs par hectare, soit 2,5 millions cumulés pour l'État du Cameroun. Les communes Kondjok et Yabassi et les riverains et le FECOM, soit 27% pour les deux communes, à se partager environ 675 000 francs à diviser par 2, soit 337 500 francs. Même pas le prix d'un corps de pompe de forage pour une exploitation forestière qui génère minimum 50 greniers par jour. Donc c'est cette partie surtout qui a attiré l'attention des internautes qui ont crié au scandale. Voilà, en tout cas, c'est bien beau. Le visage du maire de Yabassi, je crois que le maire UFP, c'est ça? Oui. Voilà, très bien. Alors, maintenant, c'est vrai qu'on aurait aimé avoir aussi, si vous en avez eu la possibilité, Megui, les images qui attestent de l'enclavement, qui est celui légendaire et séculaire de cette partie du pays. Alors, parlant donc de ces élites, ça remonte, on peut les citer une à une, ce qu'on connaît. Ebenezer Djomwele depuis de longues années, par exemple, les Titi Pierre. Voilà. Bon, chez les artistes longues, Jenny, bon, mais c'est là, il peut... J'ai oublié Petit Piment. Petit Piment qui avait touché 175 francs comme les frais de quoi encore Megui. Voilà, mais ce n'est pas ceux-là qui sont indexés, c'est davantage... Voilà, c'est pas ceux-là, c'est Titi Pierre davantage et l'ancien ministre... Mokoko Mbonjo, eux qui sont indexés en premier plan. Ce n'est pas d'abord de toutes les élites et même les jeunes de génération du département de Nkam, Djomwele n'est jamais indexé. S'il est indexé, c'est parce qu'il a une attitude timorée. Vous avez oublié Gaston Combat. Voilà, mais ici, effectivement, le maire, premier magistrat municipal, fait bien de dénoncer, et là, il ne l'a pas dit dans son propos, mais de ceux à Yaoundé qui délèvrent des permis de coupe de bois et qui donnent des concessions à ces milliardaires-là qui viennent exploiter le bois, gâter davantage les routes, ne pas réparer les ponts, même pas une salle de classe, même pas un centre de santé réhabilité. En réalité, c'est eux. Et là, lui, effectivement, il est dans son rôle, notamment même par rapport aux lois qui régissent la décentralisation depuis 2004, mais surtout au décret 2008 du Premier ministre, qu'on appelle le décret d'application de la décentralisation. Il est dans son rôle à ce moment et il doit même le dire. Et il a si bien fait de le préciser devant le préfet entrant. Parce que quand le préfet viendra demain présider le conseil municipal de la commune de Yabassi, il faudrait bien qu'il donne, qu'il dise, ou alors qu'il répercute au mais ceux qui délivrent ces autorisations de coupe de bois, mais ce ne sont pas les élites d'une CAM. Mais c'est avec l'accord des élites du camp. On ne peut pas venir faire quelque chose chez vous sans votre avis. Donc si les élites n'interviennent pas, celui qui devrait en fait intervenir, c'est le préfet de la localité et le maire. Quand on n'associe pas le maire, ça veut dire que les élites se sont appropriés le projet et ils se sont distribués, j'allais dire, les rétro-commissions en haut. Mais sauf que Pierre Mokoko Mbonjo n'est plus membre du gouvernement. Est-ce que le fait de ne pas être membre du gouvernement l'empêche d'avoir le point ferme et serré sur la zone? Je vous ai dit que le grand bassin agricole de la zone d'une CAM, ne cherchez plus à savoir, ça a déjà été bradé. Tous ces pontes du régime-là, en fonction comme des de leurs fonctions, ont des terrains, ont des terres qu'ils ont pris œuvre. Elle n'est pas allée plus loin, elle devait citer Vondassam, elle devait citer, puisque dans le même discours, il a cité la famille présidentielle, elle n'est pas allée loin. Il a cité la famille présidentielle, donc, qui ont... Ça, mais plutôt élite du Sud. Donc, non, je dis, on l'a cité là-bas. On l'a cité là-bas. Il a cité. Il n'est pas passé par 4 chemins, il a cité dans son... Il a cité l'entreprise et ceux qui sont à la tête de cette entreprise, il a dit qu'ils sont de la famille présidentielle. Il allait plus loin en disant au préfet sortant que allez en paix. Vous n'allez plus subir les pressions de ces élites extérieures et intérieures qui ont le sentiment, parce qu'appuyés par le pouvoir de Yaoundé, de faire et de défaire qui veulent dans le camp. Bonaventure Vondoassam, le célèbre Bonivan, c'est comme ça qu'on l'appelle, un enfant gâté, neveu du chef de l'État, qui use de son influence à chaque fois. D'ailleurs, ça dure depuis plusieurs années. Il est connu dans cet exercice-là. De toutes les façons, la famille présidentielle est connue également pour être spécialisée dans le domaine du bois. Voilà, on ne va pas aller plus loin que ça. Mais quelle est la réaction en général des internautes sur cette sortie de Jacques Maboula? Mais les internautes, ils sont scandalisés. Ils estiment que, justement, on ne peut pas laisser des choses se faire comme ça parce que la famille présidentielle est impliquée dans ce qu'ils ont appelé des magouilles. Parce que acheter 2 hectares de terrain quand même à 2500 francs l'hectare,
c'est scandaleux. Voilà. Alors, moi, j'ai toujours un problème avec ceux qui sont déjà riches, bien riches, richissimes même, mais qui veulent s'enrichir davantage. Quand on sait incompréhensible. Quand on sait à combien les riverains, même les populations même de cette localité-là, achètent le mètre carré là-bas, alors que des gens viennent prendre 1 hectare à 2500 francs, ça ne se comprend pas. C'est une même situation qui est vécue également dans la région de l'Est aussi. Et même dans la région du littoral, dans la zone d'Indokoti. Ceux qui vivent en Ndokoti, est-ce que les Ndokoti ont la terre? Toute la zone d'Indokoti est envahie par les entreprises. Ils n'ont pas de terre. Un fils d'Indokoti qui reviendrait s'installer sur lui va s'installer où? Non, il y a ce problème de la répartition et de l'organisation des terres au Cameroun. Je pense qu'il faudrait qu'on revoie cette question foncière et Jean Maboula a bien fait de le citer pour ce qui est dans la zone du Cam parce que c'est encore plus grave. Lorsque vous sortez de 31 là, au niveau de Mangoulé à l'entrée là, dans toute la zone de Mangoulé jusqu'à Bonépoupa, parce qu'ils savent que la route va passer, je peux vous assurer que la bataille des alligators a commencé de ce côté entre eux, ou lorsqu'on arrive on dit que non c'est tel ministre. Ah bon, il était là avant moi, ok d'accord, je vais devant. Non, c'est toujours le même ministre. Ce sont eux qui ont pris toute la ligne, toutes ces dorsales. Et si même l'axe aujourd'hui passe, c'est parce qu'ils veulent aujourd'hui rentabiliser les terres qu'ils ont déjà acquises depuis voilà, des années. Le drame de la région, ou bien plutôt du département du Cam, à travers l'incurie de ses élites, une dénonciation faite donc par le maire UFP de Yabassi, Jacques Maboula, qui suscite beaucoup de controverses sur Internet aujourd'hui. Bon, de toutes les façons, il gagnerait aussi à se rapprocher de Pascal Charlemagne, mais ça gagne en je n'ai pas parlé depuis ça. Oui. Donne-moi le numéro du mail, là, pardon. Je sais pourquoi il demande son numéro. Vous avez dit que racole, je ne racole pas. Tu as son numéro, non, maman? Oui, je vais voir après. Voilà, je vais prendre son numéro, l'appeler. Je sais pourquoi il veut l'appeler. Très bien. Voilà, donc la suite, hein, c'est cette correspondance du professeur Ngongomou, ministre directeur du cabinet du Premier ministre, correspondance dont adressée à l'ambassadeur représentant permanent auprès des Nations Unies, qui nous dit, sous instruction du président de la République, une mission gouvernementale séjournera aux États-Unis au courant de la période du 3 au 9 août 2017, au fin de fournir aux Camerounais y-résidents et aux autorités de votre pays d'accréditation des clarifications sur la situation qui prévaut dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Donc, en quelque sorte, le président de la République ici, qui, selon les internautes, céderait donc à la pression exercée par les États-Unis, qui préconise que le dialogue doit être mis en avant pour ce qui est du règlement de la crise anglophone dans notre pays. Voilà, le professeur Gogomo, qui avait été désigné un des médiateurs principaux dans la quête de résolution de la crise anglophone, qui refait donc surface, cette fois en direction de la diaspora, on peut le dire, anglophone installée aux États-Unis d'Amérique. Une diaspora, disons-le, qui a souvent été pointée du doigt comme étant le bras séculier principal financier de ce qui se faisait sur place au Cameroun. Oui, c'est un principal financier peut-être, mais il faut aller au-delà de ça. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire comprendre qu'à l'indépendance même du Cameroun, beaucoup de nos compatriotes d'expression anglaise ont réfugié aux États-Unis, précisément parce que ce problème-là n'était pas résolu. Aboué Machoï, David nous a rappelé ça dernièrement. Donc, quand on envoie M. Ngongomo, c'est une entorse déjà, parce que nous avons un ministère en charge des relations extérieures. C'est lui qui doit porter la voix du Cameroun par rapport à cela. Ici, on fait comme si on dit, va discuter avec tes frères et sœurs anglophones là-bas, et avec eux, vous allez voir dans quelle mesure aux Nations Unies vous présentez le problème. Non, les Nations Unies ont organisé une session spéciale Cameroun du 14 février au 3 mars 1959. Donc on connaît exactement le problème anglophone. Et s'il y va de cette manière, je pense qu'il va justifier pourquoi on a coupé Internet là-bas, pourquoi on tabasse les étudiants, pourquoi on fait ceci, alors qu'on ne revendique que les droits. Mais toujours est-il, c'est encore là une entorse, alors qu'on a... Je suis d'accord, c'est une entorse qui n'a pas réussi déjà la première. Il ne faut pas oublier aussi qu'à ce niveau, les mêmes personnes qui ont réussi à fuir avec une quantité de vidéos, une quantité d'images, sont allés porter plainte au niveau des Nations Unies, ont soumis l'ensemble des dossiers de ce qui se passait et ont réclamé qu'il y ait une sécession. N'oubliez pas que ce point aussi avait été posé à ce niveau des Nations Unies qui, entre guillemets, hésitaient. Donc je pense que c'est l'occasion idoine
bien que la formule soit mal prise, mais c'est l'occasion idoine pour le Cameroun, pour l'État du Cameroun, d'envoyer quand même ses représentants aller non seulement s'enquérir du dossier, de la formulation du dossier qui a été posé, mais en plus de discuter avec mais quel profil de représentant Charles Armel? Bob l'a dit, il y a tout un département en charge. En complément, justement, la délégation est composée du professeur Ngongomo, du professeur Elvis Ngolengole, qui est un ancien ministre. Ancien ministre. Voilà, et du professeur Fabien Cotte, conseiller technique du cabinet du Premier ministre. Donc personne du ministère en charge des affaires étrangères. Voilà, c'est ça. Donc professeur Ngolengole, qui n'est plus membre du gouvernement, mais parce qu'il est d'obédience anglophone, on dit bon, il faut aller discuter avec les frères. Je suis quand même inquiet parce que je m'attendais à ce que le président de la Commission nationale pour la promotion et la vulgarisation du bilinguisme soit dans cette commission, parce que lui, il s'est saisi du dossier, il a même été envoyé plusieurs fois, que le Premier ministre même qui a travaillé sur ce dossier, je pense qu'il devrait quand même être dans la composition de cette équipe. Espérons bien que cela restera. Non, de toute façon, c'est qu'il a déjà les acquaintances avec M. Aboué Machoyi, qui lui, il a proposé des solutions, donc on doit les écarter en réalité. Voilà, donc la crise anglophone qui se transporte donc en Amérique, tendance... Pourquoi ça arrive loin là-bas, ça? Pourquoi les Camerounais ne peuvent pas arranger leurs problèmes? C'est maintenant les Américains vont venir mettre leurs... Les Camerounais anglophones qui sont en Amérique. Je ne refuse pas ça. En principe, on dit que le linge, ça se lave en famille. Même s'ils sont Camerounais là-bas, même si ce sont les Camerounais au Cameroun, c'est que là-bas, quand tu traverses, tu es américain ou tu es français. Donc nos problèmes, on doit arranger entre nous. Les choses peuvent se passer, on n'est même pas au courant. Parce que la dernière fois, on a suspendu Internet à Bamenda, tout ça, oui, je ne refuse pas. Les gars ont commencé le désordre, on a suspendu, ils se sont calmés. Maintenant, pourquoi c'est arrivé loin là-bas? Ça me dit moi un peu. Parce que ton père n'a pas voulu résoudre ça. Non, regarde, le problème de papa, c'est que lui, il prend les langues. Il ne doit pas agir comme ça. Et puis, est-ce que ce n'est pas, pour rester dans sa logique, une faiblesse aussi de ce gouvernement qui fléchit vis-à-vis de la diaspora anglophone installée jusqu'à dépêcher toute une mission gouvernementale? Quels sont les interlocuteurs camerounais anglophones résidant aux États-Unis? Franchement, non, on ne dit pas. On ne peut pas nous dire, hein, mais il est une réalité, c'est que ceux qui tirent les ficelles justement de cette crise-là, on sait très bien qu'ils sont de ce côté-là. Ils sont de ce côté, c'est depuis ce côté qu'ils organisent tout. On se rappelle encore, lors d'une revue des réseaux sociaux, ici on a parlé d'un des leaders de la crise anglophone qui a été pris à partie par des anglophones sur la toile parce qu'il était en train de célébrer justement les graduations de son fils aux États-Unis. Donc il a été pris à partie par ses compatriotes. Donc voilà, c'est une faiblesse du gouvernement peut-être, mais on peut comprendre aussi, vu les échéances qui arrivent, parce qu'il ne faut pas le négliger, vu les échéances qui arrivent, les anglophones font partie du Cameroun encore, donc il faut pouvoir contenter tout le monde. Et surtout la rentrée scolaire, et la rentrée scolaire, c'est dans un mois, donc il faut pouvoir... Moi, l'interrogation que j'ai à la suite pour dire que ça risque d'être un faux débat, aurait été que lorsqu'on a reçu cette fameuse diaspora, on parlait des congrès pendant tous ces jours, on aurait dû convoquer... Par exemple, on aurait dû convoquer. Pourquoi se déplacer pour aller vers eux? Donc ça risquerait de virer le débat. Mais tout compte fait, on est tous pour le dialogue. Hein. On est d'accord qu'on est tous pour le dialogue pour que les choses aillent, sauf si je me trompe. Mais il faut un dialogue franc, mais Guy, je pense que les conditions ne sont pas réunies pour qu'il y ait un dialogue franc. Mais bon, on espère que les choses s'arrangent. Il y en a qui sont détenus à Yaoundé. C'est eux qu'on a présentés officiellement comme les leaders du consortium. Commençons d'abord par eux. Et eux pourraient donc relayer à leurs frères et sœurs qui sont de l'autre côté que bon, maintenant, nous sommes sortis, c'est calme. Au sein du dialogue, il y aura toutes ces questions. Le pape lui-même dit que le Cameroun, c'est un pays indivisible. Pardon, ne divisez pas mon pays. Nous, on veut la paix dans ce pays. Voilà, septembre, c'est le mois prochain. Les enfants ont passé l'année blanche. Pardon, papa, il ne veut plus que ça se répète parce qu'il y a les gens qui vont attendre encore au quartier. Ils ne vont rien faire en septembre. Ils vont encore aller se placer en route pour empêcher les enfants d'aller à l'école. On ne veut plus de ça, papa. Pardon, il faut dire que le risque aussi, c'est que les écoles risquent de se vider du côté du nord-ouest et du sud-ouest parce qu'ils vont replier vers les villes. En tout cas, parlons de cette mission gouvernementale qui va donc se déplacer aux États-Unis à la rencontre de quelques leaders anglophones établis de ce côté-là. Il faut dire que cette mission aura très peu de chances de prospérer selon les avis des internautes, avis que nous partageons partiellement parce que de par la composition même de cette commission qui va effectuer le déplacement, il y a des personnes qui n'ont pas, à notre avis, le beau profil et c'est ça le malheur de chez nous parce que
on ne prend pas toujours ce qui devrait normalement être associé. Et sur le profil, il y a le cas de Bo Herbert, par exemple. Je ne sais pas, parce que c'est un des radicaux dans l'affaire. Si on va aller discuter avec lui, je ne sais pas. Mais je pense que vraiment, là, ils auront du grain à moudre, là, un peu Bo Herbert en face. Voilà, donc on va prendre la troisième et dernière information dans cette revue des réseaux. Voilà une information assez triste, c'est donc un agent des eaux et forêts qui serait entre la vie et la mort. En fait, qui serait parce qu'au moment où je rentrais en possession de cette information, il était entre la vie et la mort. Mais à la suite des réactions des internautes, on nous a fait comprendre qu'il est finalement décédé donc. Il s'appelait Djoukwe Yannick, il était en mission à Meo-Messala. Il a été attaqué dans la nuit du week-end dernier par des braconniers en poste dans la réserve du Dja. Il a reçu des balles à la nuque et dans le dos et il était en soins intensifs à la garnison de l'hôpital militaire, mais malheureusement, il a donc cassé sa pipe. Ici, les internautes se sont justement posé des questions à propos des règles qui pourraient régir le braconnage au Cameroun. Est-ce que ce serait aujourd'hui une guerre entre justement les agents des eaux et forêts et les braconniers? On se pose des questions. Alors, moi, je pense déjà que la première chose, ils ont essayé de vouloir manifester. Ces gardes de chasse ont voulu manifester. On est monté sur eux avec les deux pieds. Ils posaient la question de la protection, l'amélioration de leurs conditions de vie et surtout la protection parce qu'ils n'ont pas assez d'outils pour pouvoir se prémunir contre ces différents braconniers qui, eux, sont mieux armés lorsqu'ils arrivent de nuit. Ils ont abordé la question du lieu ou des conditions, n'est-ce pas, de garde, des différentes zones de garde. Est-ce que c'est conçu en matériaux définitifs, la technique? Ils ont véritablement abordé. On est monté sur eux avec deux pieds, ils se sont tués, ils sont allés, ils sont restés tranquilles. Donc je pense qu'aujourd'hui, voici une mort que nous pourrons dire c'est une mort de trop aussi pour ces jeunes garçons qu'on envoie dans ce front, dans ces forêts où ils sont censés interdire, lutter contre le braconnage. Un braconnage qui ne cesse de prendre des proportions avec des individus qui sont mieux armés devant des gars qui ont peut-être des armes à un coup. Je ne suis pas spécial dans ce domaine, mais avec des armes qui ont un coup. Donc le temps qu'on tire, le temps de recharger, vous avez déjà l'assaillant qui est sur vous et en surnombre. On dit il était dans ce poste, était-il seul, accompagné? Comment assurait-il la garde? Donc, il y a tout ça. Quel type de formation ils reçoivent? Est-ce qu'ils avaient un appui des forces mixtes, c'est-à-dire police, gendarmerie? Vraiment. Voilà, vous avez tout dit sur le sujet, Charles Hamel. On va donc sortir avec cette autre information, Megui, qui fait le grand buzz depuis hier à travers les réseaux sociaux. C'est cette augmentation. Ils ont parlé d'une petite évolution dans les tarifs en matière de mobile money. Voilà, le transfert d'argent aujourd'hui qui suscite la controverse. On va prendre l'avis de chacun parce que malheureusement on est obligé de constater qu'il s'agit là de quelque chose qui est la résultante d'une absence de régulation et d'encadrement juridique de la part de l'ART peut-être ou bien du ministère en charge des télécommunications ou peut-être du ministère des Finances. Non, du ministère des Finances, puisque là on a des opérateurs de téléphonie qui sont dans un secteur qui ne les concerne pas au premier chef. La manipulation d'argent, le transfert d'argent, ça c'est une activité régie dans le secteur bancaire ou c'est dans les réseaux contrôlés par la BEAC. Mais maintenant, comme il y a des banquiers derrière qui soutiennent, c'est ça, je soupçonne donc que ces banquiers-là, des manigances avec l'État, je dis bien manigances avec le gouvernement et ces opérateurs pour faire payer ces frais aux consommateurs que nous sommes. C'est-à-dire que on sait que la législation n'existe pas en la matière, mais comme il faut quand même payer les taxes parce que les banques les couvrent derrière et les opérateurs de téléphonie mobile ne veulent pas supporter ça, ils reversent ça sur les consommateurs que nous sommes. Vous ne pouvez pas, si hier on pouvait faire un transfert de 1000 francs sans rien payer, ou alors en payant 150 francs, aujourd'hui vous payez 450 francs. C'est-à-dire que c'est une évolution de 150%. Pourquoi faire payer ça? Pourquoi ne pas partager? Ça suscite un vrai tollé parce que désormais on paye à l'envoi et on paye au retrait. On est donc là en face des capitalistes en réalité qui sont en train de s'enrichir sur un secteur qui ne les concerne pas, mais avec la complicité de l'État qui a besoin d'un peu de sous maintenant et protégé par... Alors, il était 16h37 lorsque mon téléphone sonne, Sam Severa. Je me demande, 16h37, je me demande quel membre de ma famille est en train de m'envoyer un texto que
que je regarde, je vois Orange Money. Je m'interroge encore qui est, oui, il faut le dire, je m'interroge encore. Et là, quand je lance l'œil, je me rends compte qu'à partir du 1er, j'ai dit, mais nous sommes le 31, on dit à partir du 1er, est-ce que c'est loin? Dites qu'à partir de demain, à partir de demain, vous aurez, les produits vont augmenter, mais rester inégalés, vont évoluer, mais rester inégalés. Non, il faut dire qu'on ne peut pas se permettre de jouer avec les consommateurs. La Chambre nationale des consommateurs doit prendre ses responsabilités. Les différents présidents des associations de consommateurs doivent prendre leurs responsabilités. On ne peut pas jouer comme ça avec la vie du citoyen lambda. On a commencé par casser l'ensemble des différents produits. On s'est dit, OK, voici le meilleur. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a plein d'individus qui se sont fidélisés, des millions de Camerounais qui se sont fidélisés sans prévenir. On se lève un matin, on nous dit, voici, on va augmenter. Quel est le rôle de l'ART? Quel est le rôle du Minpostel? Quel est le rôle du ministère des Finances? Personne, motus, bouche cousue, tout le monde a reçu. Et je pense que tous ces gens ont des téléphones qui appartiennent à ces différents opérateurs de téléphonie qui ont reçu eux aussi ce même message. Pourquoi est-ce qu'il y a un motus cousu sinon que complicité? Mieux on laisse. Oui, parce qu'ils doivent m'abonner là-bas. Mieux on laisse. Parce que quand ils sont arrivés, on a cru que c'était pour venir nous faciliter la tâche. C'est un chantage. Très bien. C'est un chantage que vous voulez nous faire. Voilà. Moi-même, je laisse. On est arrivé au temps imparti, donc à cette revue des réseaux sociaux qui arrive à la fin. On va prendre à présent la prochaine rubrique, c'est interpellation. Eh bien, pour le développement du pays, je pense qu'il faudrait que les jeunes comprennent que dans les écoles, quand ils sortent dans les écoles, il faut qu'ils travaillent ensemble. Que ce soit en fait dans des universités ou bien des écoles secondaires ou bien je ne sais pas. Donc dès qu'ils sortent de l'école, il faut qu'ils essayent de travailler ensemble, de se rassembler, de trouver de nouvelles idées pour le pays et pour que tout le monde puisse être bien, pour qu'on puisse communiquer, qu'il y ait déjà beaucoup de communication entre des jeunes en fait. Parce que moi je pense que je sors de l'université Cambridge et je vois qu'il n'y a pas beaucoup de communication quoi. Il n'y a pas beaucoup de communication, il n'y a que vraiment des gens qui sont là parfois pour rêver, mais pour créer, réaliser des choses, mais des choses concrètes. Je pense qu'il y a déjà des vieux qui ont déjà créé, qui sont là sur place. Il faut déjà que les jeunes soient à l'écoute des vieux, de ces vieux-là en fait, qui comprennent qu'en fait quand ils arrivent avec de nouvelles idées, on peut aussi s'intégrer avec des anciennes idées et les mélanger pour pouvoir travailler ensemble. Voilà. Après, si on met les jeunes à l'écart et les vieux à l'écart, ou bien les moins jeunes, ou bien les plus petits, on peut même travailler avec les plus petits, parce que moi, ça m'arrive parfois de travailler avec même les plus petits, en fait. Voilà, réaction Charlamel sur interpellation. Je suis content de ce qu'elle dit, qu'elle nous dise qu'il faudrait que les jeunes cessent de rêver, que les jeunes essaient de s'associer avec les anciens, qu'ils prennent ce que les anciens ont déjà fait. Mais nos anciens au Cameroun commencent par nous dire qu'ils ne connaissent rien des réseaux sociaux. Vous allez penser quoi d'eux? Qui disent qu'ils ne connaissent rien d'Internet. Ils sont assis, ils font même des déclarations publiques. Un ministre de la République fait une déclaration en disant « Je n'ai pas de compte Facebook, ni Twitter, ni rien ». Dans une société qui est en constante évolution. Comment on va travailler avec eux? Il parlait de l'industrie de quoi numérique, il parlait de... Excusez-moi, je suis aussi un ancien. Il parlait de l'industrie numérique. Des jeunes sont venus faire... des jeunes sont venus faire des démonstrations. On a vu des papas qui étaient là éberlués, qui ne comprenaient rien. Sinon qu'à utiliser leur téléphone pour appeler, envoyer des SMS. Non, j'estime quand même que c'est une blague. Que de dire aujourd'hui aux jeunes d'arrêter de rêver. Les jeunes, on ne rêve pas quand on est mort. Tant qu'on est jeune, on doit rêver, on doit aspirer à de bonnes choses. Et le rôle justement de ces anciens, c'est d'ouvrir, canaliser, donner des béquilles à ces jeunes, d'éviter de tomber, pour afin qu'ils évitent de tomber des écueils pour pouvoir arriver eux aussi à leur niveau. Si eux, ils souhaiteraient avoir un écart de 100 et que les jeunes se retrouvent à moins d'eux, je pense qu'ils n'arriveraient jamais. Raison pour laquelle les différentes opérations d'inscription sur les listes électorales sont d'actualité pour que les jeunes pensent aujourd'hui rêver. Bon, maintenant, combien sont-ils ces jeunes-là conscients de leur citoyenneté? Une image hier que j'évoquais en début de ce programme, celle du président du Sénat. Il faut voir le président du Sénat aujourd'hui. Il faut bien regarder lorsqu'il est en action. Ça démontre en réalité la nature même du système en place aujourd'hui. Il recevait M. Marcel Niat
le très honorable Madame Françoise Collet, qui était en fin de séjour au Cameroun, et autour de lui, il n'y avait que des personnalités, je ne sais pas trop comment est-ce qu'on pouvait les qualifier. Ça donnait le sentiment, Bombo, que finalement, la jeunesse dont on parle au Cameroun, vraiment, on s'en fout. On s'en fout. Il n'y a pas autre qualification que de dire qu'on est dirigé par des vieillards. Beaucoup de nos confrères, Jeune Afrique, Le Point et tout, ont fait des unes là-dessus. Mais ça, je pense que notre compatriote, elle a peut-être un élan de bonne foi, on ne veut pas tirer, mais on ne peut pas. Dans un pays qui s'est construit, on dit à deux ingénieurs qui sortent de l'école des travaux publics, agricoles ou n'importe où, quand ils s'associent, on vous dit, vous avez 5 ans, vous ne payez pas des impôts, et d'autorité, on vous adjoint, par exemple, une sous-traitance quelque part, si vous êtes des ingénieurs, on vous donne ceci, par exemple, l'encadrement des agropoles, si vous êtes ingénieur agricole et tout, c'est comme ça qu'on encadre un pays. Maintenant, quelle association, un bonhomme qu'on a vu ici dernièrement, un jeune ingénieur qui a depuis 5 ans, veut transformer le déchet plastique en pavé, va donc discuter avec Ayan Luc, Fosso Victor, Nkwete Emmanuel et Joseph Kadji de Fosso, les 4 membres du Conseil économique et social à qui le Parlement vient d'adjoindre comment je vais dire ça, l'encadrement de l'environnement. Parce qu'aujourd'hui, l'angle de mort, c'est l'environnement. Comment ces jeunes va discuter de quoi avec eux? Le Conseil économique et social. On ne peut pas, on doit les bousculer. Bon, comme on respecte les vieux, comme disait Charles Hamel, qu'on s'inscrive sur la liste électorale et on dégage tout le monde qui est là. Vous avez tout dit, je ne sais pas si les dames sur le plateau veulent réagir sur le... Ce que je voulais dire, bon, Morad a dit. Très bien. Bon, ce que je voulais dire, tu as dit. Moi, je vais dire que je ne suis pas tout à fait d'accord avec elle quand elle dit que dans un pays, il ne faudrait pas que les jeunes rêvent. Non, on doit rêver. C'est d'abord le rêve qui commence et on essaye maintenant de créer à partir de ce rêve-là. Il faut d'abord penser. Et donc, aujourd'hui, elle encourage les jeunes à travailler avec les vieux qui sont déjà là. C'est bien beau. Mais sauf que, est-ce que les vieux sont dans la même dynamique de travailler avec les jeunes? Je ne le pense pas. Et c'est d'ailleurs ce contexte-là, cette façon dont les choses sont gérées dans notre pays, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, les jeunes ne rêvent plus. Parce qu'ils se disent que, bon, voilà, rêver, ça va servir à quoi? Ça va rester dans nos têtes parce que la mise en pratique ne sera pas possible vu les tentacules qui nous empêchent d'évoluer. Donc, elle est pour la gérontocratie peut-être, mais... Très bien. Bon, maintenant, on va prendre une autre catégorie. Il y a de la jeunesse autour de nous pour évoquer Africam Shopping Complex International. Africam Shopping Complex, la beauté africaine. Notez amincissant, sont des boissons naturelles de feuilles, de plantes et herbes aux effets amincissants. Détoxifie, anti-ballonnement, facilite la digestion, purifie les systèmes digestifs, brûle les graisses et embellisse la peau. Notez amincissant apporte le bonheur et le bien-être dans nos foyers. Fait perdre ton poids dans un temps record sans effet secondaire et sans risque de reprise. Vente en gros et en détail. African Shopping Complex, la beauté africaine. Voilà, Africam Shopping Complex International. Voici leur espace, donc Africam Shopping du promoteur Gabriel Sama, qui est donc désormais installé à Yaoundé, au quartier Sam. On va donc parler d'esthétique générale, mais aussi de massage. Et pour en parler, on a deux jolies filles sur le plateau, Aitel et Simone Coco. Bonjour. Bonjour Sam, bonjour à tout le magnifique plateau du Zénith. Bonjour ma belle. Bonjour à tous les téléspectateurs et bien sûr fidèles consommateurs d'African Shopping Complex International, la maison par excellence du bien-être. Voilà, aujourd'hui encore nous sommes là pour vous parler de nos différents produits. Et comme vous le savez, African Shopping Complex International est justement cette maison-là qui fait dans l'esthétique générale le dégraissage, qui essaie d'une certaine manière d'harmoniser la relation de couple, qui vous permet également de vous détendre. On n'oublie pas les produits d'ajout tels que de magnifiques tenues africaines pour les occasions, anniversaires, mariages, baptêmes. Cela dépend franchement de vous. Des bijoux pour accompagner justement ce vestimentaire-là, des mèches indiennes, brésiliennes et toute une autre largesse de produits que vous pourrez retrouver sur place. Alors aujourd'hui, on va parler de
massage parce qu'on se rend compte que le massage est présent bel et bien au Cameroun, mais il n'est pas très appliqué parce qu'on n'en connaît pas les vertus. Et justement, pour mieux mettre en avant ce massage sur ce plateau, on a apporté avec nous notre sublime fauteuil masseur. C'est ce fauteuil 3 en 1 que vous voyez là, qui est constitué justement de boules à infrarouge. Le temps bien sûr que le visuel puisse être parfait, qui est justement constitué de boules à infrarouge. Ces boules-là qui viendront ainsi se chauffer à votre corps et permettre une meilleure circulation sanguine. C'est un fauteuil très adapté pour ces personnes-là qui souffrent de maux d'articulation, de rhumatisme ou des personnes qui sont en phase de réadaptation après un accident ou même pourquoi pas un AVC. Voilà, autant pour moi, j'y suis arrivée, un AVC. Donc pour pouvoir lutter contre la fatigue intense après une dure journée de travail, pouvoir vous dégourdir tout le corps, vous détendre, vous déstresser, vous asseyez sur ce fauteuil et tout au long de la soirée, vous êtes à l'aise. Durant 30 minutes, on vous assure un massage parfait pour une relaxation complète. Vous pouvez également décider de l'acheter pour faire cadeau à papa ou à maman lorsqu'ils sont déjà vieux. Voilà, le corps commence à peser. Ce fauteuil permettra justement de les détendre. Ces boules feront énormément le travail et vous vous sentirez tout simplement relax. On poursuit donc sur ce plateau avec un autre appareil de massage. Il s'agit du dauphin masseur, plusieurs accessoires. Le corps humain a plusieurs parties et chaque partie nécessite une attention particulière. Justement, nous avons notre 8 en 1 qui est un appareil qui a chaque accessoire adapté à chaque partie du corps humain. Vous aurez par exemple ce petit accessoire-là qui viendra travailler la circulation au niveau des reins et également redresser votre colonne vertébrale. Par rapport à ce que Itel a en main, lui, il est beaucoup plus adapté pour les parties très légères du corps, les parties fines telles que le visage, les bras. Et donc, vous vous massez agréablement. Ça pourra se faire en couple ou même en plein partage avec toute la famille. Un 8 en 1, toutes les parties du corps sont concernées. On poursuit donc avec une autre phase de dégraissage. Il s'agit de notre slimming capsule. Pour ces personnes qui ont des graisses amassées sur différentes parties du corps et qui aimeraient justement s'en débarrasser, que ce soit au niveau du ventre pour des personnes qui ont assez de bidon, que ce soit au niveau des bourrelets, au niveau de la poitrine pour les femmes, au niveau des cuisses également, le slimming capsule viendra brûler, écraser, vous débarrasser de toutes les graisses contenues sur les différentes parties du corps. Ce sont des gélules qui ne sont pas des médicaments, on va préciser, mais des compléments alimentaires, des compléments nutritionnels. Vous les prenez donc et voilà, vous venez à bout de toutes les graisses. On poursuit avec un autre produit. On parle du BioEbs Honey sur ce plateau. Alors lui, il viendra aider dans la vie de couple. Vous savez, il y a ces hommes qui ont une éjaculation précoce, ces hommes qui ont tendance à satisfaire leurs partenaires, pas seulement les hommes, également les femmes, qui ont tendance à satisfaire leurs partenaires parce qu'ils sont très faibles, qui ont la ceinture rénale pourrie et qui aimeraient bien sûr la nettoyer, l'assainir. Justement, vous consommez notre BioEbs Honey et vous viendrez à bout de ces petits bobos-là. Ça sera une relation de couple parfaitement harmonieuse, une réconciliation parfaite entre monsieur et madame. On termine pour toutes les personnes qui aimeraient avoir une peau parfaite, une belle peau, une peau luisante, rayonnante, éclatante. Quoi de mieux que d'utiliser notre savon, le SC Carambola Soap, fait à base de fines herbes caramboléennes et de miel. Il viendra justement travailler votre peau en éliminant de toutes les impuretés entendues par l'emboutons, acné, point noir. Il est également très adapté pour les enfants à partir de 2 ans qui sont marqués par le soleil, par la pluie, surtout cette saison pluvieuse. On sait qu'ils passent le temps à jouer partout. Donc ce savon aidera à les nettoyer et à rendre leur peau saine. Ne soyez plus jaloux, ne soyez plus égoïste. Vous pouvez être beau et faire également de votre famille une famille belle. Alors tous ces produits, où est-ce qu'on les retrouve donc? On les retrouve à African Shopping Complex International, on dit bien international, au Bénin, Lomé, derrière le stade de l'Amitié, à Cotonou, au Togo bien sûr, immeuble City Motors 8i, et au Cameroun, nous sommes localisés justement à la BP Cité, derrière la Total, en face paroisse Kisroa, à Yaoundé, face garantie voyage Sam, et très prochainement à Bamenda. Et pour les personnes qui ne sont pas dans les villes qu'on vient de citer, c'est très simple. Vous avez les codes d'accès au bas du petit écran, vous les composez, vous passez commande et à travers les agences de voyage, on vous fait parvenir vos petits produits. Chaque jour est un jour spécial de se faire beau et belle avec African Shopping Complex International, The House of Wellbeing. Voilà, merci beaucoup. Spécialement fait à base de sel de mer, du miel et du collagène, enrichi avec orange, tomate,
carottes, lait et d'autres vitamines recommandées pour la peau africaine, la gamme SR Carambola Spa élimine toutes les impuretés de la peau, protège la peau contre les infections, lutte contre la fatigue générale, revitalise la peau, rajeunit le corps, élimine les mauvaises odeurs, vous redonne une peau de bébé. The best from nature and truly natural. SR Carambola. La gamme SR Carambola Spa est vraiment magnifique, je vous assure. Vente en gros et en détail. African Shopping Complex, la beauté africaine. Voilà, merci beaucoup. On va vers la dernière ligne droite de ce programme. Je rappelle qu'on est le 1er août et que c'est véritablement un mois au cœur des vacances. On parle généralement des grandes vacances. C'est le pic en matière de déplacement, donc beaucoup de prudence si vous devez prendre la route. Et en matière de prise en charge de votre progéniture durant les vacances, parce qu'on voit beaucoup de laisser-aller, on peut vous conseiller en matière d'occupation de vos enfants, au-delà de ceux qui peuvent faire des petits métiers, vendre des arachides sur des plateaux, on peut leur conseiller aussi des études bibliques. Voilà, il y a des centres de formation en cela également, en matière d'évangélisation. Ça commence, voilà, ça commence chez les tout-petits. Voilà, il faut faire de la catéchèse. C'est important d'inculquer les sentiments un peu, j'allais dire, spirituels à vos enfants depuis le jeune âge. Voilà. Il faut montrer, il faut dire aux enfants de suivre le chemin de Dieu, parce que les enfants qui partent souvent à l'église ne mentent pas. Qu'un enfant sait que non, je n'ai pas à la chorale, je n'ai pas à l'église, je n'ai pas me détendre avec mes amis, avec mes encadreurs. L'enfant ne doit pas mentir, l'enfant ne doit pas voler, l'enfant ne doit pas fumer, l'enfant ne doit pas faire de n'importe quoi. Donc, dirigez vos enfants vers le chemin de Dieu, de l'église. Oui. Voilà. Et surtout, vacances sans sida. Il y a des opérations intitulées dans ce genre-là aujourd'hui parce qu'il faut vraiment limiter le libertinage en matière sexuelle aujourd'hui parce qu'on voit beaucoup trop de choses en période de vacances. On prend quelques derniers messages avec vous, Megui. Monsieur Ngangue Eli, bonjour, vous parlez de santé au Cameroun. Moi, j'ai fait un accident depuis 2 ans. Le jour où j'ai fait l'accident, le chirurgien m'a demandé 1,5 million pour m'opérer. J'ai fait 2 jours avec la douleur parce que je n'avais pas la somme demandée. C'était à l'hôpital à Quintini. Et quand j'ai eu la somme, il m'a opéré et il a raté à 2 reprises en supportant toujours les charges. Que faire, s'il vous plaît? Venez à mon secours. Nous ne sommes pas des médecins ici. On ne peut constater qu'avec vous, que même les neurochirurgiens qui étaient ici à Douala, on les a affectés loin en brousse dans des dispensaires. Donc, comme ça. La suite. Alors, vous ne parlez que des dialysés. Savez-vous que les diabétiques n'ont pas d'insuline au centre diabétique de Yaoundé? Ceci depuis plus d'1 mois. Qui en parle? Là, on ne savait pas. On sait que la santé va mal au Cameroun. On sait même que c'est à l'hôpital la nuit, c'est là où on attrape plus le paludisme. Alors, vous parlez de garde malade. Ça me rappelle, il y a 3 mois, j'étais internée dans un hôpital suite à une césarienne. À peine on me sort du bloc opératoire, je suis même encore inconsciente. On demande à mon garde malade de partir. Je me réveille dans une mare de sang et je faisais une hémorragie après. Donc, mobilisation de tous les docteurs pour stopper l'hémorragie. On me demande de rappeler mon garde malade. C'est fou ça, Eurydice, depuis Douala. Sur la question des gardes malades, en général, il n'y a pas souvent beaucoup de place pour eux, en réalité. Il n'y a même pas de place pour eux. Il n'y a pas, sauf si vous êtes en VIP. Sauf si vous êtes en VIP, dans une chambre VIP. Ils sont obligés de dormir sur la natte, parfois juste en dessous de vous. Non, non, non. Les expectorations. Même dans la chambre VIP, il y a des hôpitaux, on refuse. Ils vous disent que vous n'avez pas droit aux gardes malades. Oui, oui, pour chasser les gardes malades, ils refusent. Et les infirmières en permanence. Mais c'est compréhensible également parce que l'hôpital ne peut pas abriter tout le monde. Non, non. Tout à fait, mais à ce moment-là, les infirmiers des gardes s'occupent de vous. Doivent s'occuper de vous. Dans le cas, moi je crois qu'il y a des urgences quand même. Dans le cas d'une dame qui subit une césarienne, on sait très bien comment ça se passe. Les 3, 4, 5 premiers jours, c'est pratiquement impossible de se déplacer avec la douleur qu'on ressent. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire soi-même. Bon, maintenant, s'ils disent qu'il ne faut pas de garde malade, il faut qu'ils s'engagent justement à être à la disposition intégrale des malades, ne pas abandonner les malades. Je vais vous raconter une petite histoire qui s'est passée dans une clinique de Bonanjo, dont je vais taire le nom. Ils sont dans c'est un malade qui arrive, on le met dans une chambre VIP, on refuse justement le garde malade. On lui dit qu'il y a plusieurs, on lui a mis des boutons là, si ça ne va pas, il peut appuyer pour signaler rapidement, c'est une sonnerie, il va appuyer pour faire rappeler, appliquer aussitôt les infirmiers de garde qui sont dans le couloir.
Malheur un peu après, le garde malade s'en va. 30-45 minutes plus tard, il y a coupure de courant. Et effectivement, le malade panique. Le malade appuie, le groupe électrogène avait des difficultés à démarrer. Finalement, on est venu trouver le malade dans un état de coma avancé. Ça n'allait justement pas. Donc c'est pour dire qu'au Cameroun, on sait ce que ça veut dire ne pas avoir de gardes malades, avoir des infirmières qui vont veiller pour qu'après on se retrouve seul. Donc j'estime que véritablement on doit revenir à cela. Nous, on connaît ces pratiques. Il y a les gardes maman. On connaît que les gardes malades vont toujours exister. Quelle que soit la maladie, on a des gardes malades qui doivent être toujours là pour veiller et s'assurer que tout va bien parce qu'à des moments, le malade peut ne pas parler. Voilà. Voilà donc pourquoi ne voulez-vous pas dire la vérité aux Camerounais? Cette délégation cherche à décharger les frais de mission pour préparer la campagne présidentielle. La solution est au Cameroun libérer les détenus liés à ce problème. Arrêtez de nous fatiguer. C'est Éric Mathurin depuis Paris. Voilà, et il parle donc de la délégation qui va aller aux États-Unis, donc composée des trois personnalités que sont le professeur Gogomo. Il est directeur de cabinet. Bon, je ne sais pas s'il a rendu ministre dans cette fonction-là. On l'appelle comme ministre, ça. directeur de cabinet. Très bien. Et puis donc l'ancien ministre Elvis Ngolé et également un troisième. Fabien Côte, qui est conseiller technique à la primature. Voilà, très bien. Et la primature qui très souvent se mêle de tout, comme même dans le domaine des artistes concernant le droit d'auteur. On a vu tout le rôle joué par le secrétariat général à la primature. Et aujourd'hui, on est bien obligé de repartir à zéro alors que ça n'a pas servi à grand chose. Tout ce qui a été fait pour le ministère. On a vu l'Américain qui était banni et est revenu aux affaires. Tout dernier message. Voilà, au Cameroun, les autorités croient que le peuple ne comprend rien à la gouvernance. Avez-vous déjà entendu appeler une route en France axe lourd ou un port toujours en France, port en eau profonde? Le port est soit fluvial sur un fleuve comme les ports de Douala, Hambourg, Rouen ou maritime, donnant sur la mer comme Kribi, Marseille, Valence, qui a donné le nom du port en eau profonde à Kribi. On roule les Camerounais, James. Alors, il y a déjà, je crois, un nouveau consortium qui doit gérer le port de Kribi. C'est le consortium dirigé par notre ami de toujours, le partenaire au développement de tous les temps, Vincent Bolloré. C'est comme ça qu'il l'appelait. Non, ici précisément pour dire à ses compatriotes qu'on a créé un vocabulaire pour éviter d'être, comment je vais dire, pénalisé dans les normes. Si vous dites par exemple que Douala Yaoundé c'est la route nationale, on va, même les Nations Unies, la Commission africaine des droits de l'homme va vous dire que non, la nomenclature d'une route nationale est faite de ceci. Si vous dites un port fluvial, on connaît qu'il y a des normes, on sait comment ça se passe. C'est pour éviter donc ça qu'on vend. À ce moment-là, on va donc vous parler de revêtement confortatif. Ainsi de suite. Or, on ne permet pas ce genre d'expression dans la nomenclature des routes. Sablé de Douala. Voilà. Alors, j'ai une licence qui ne me sert qu'à faire le mototaxi avec les dépositaires du CEP. À quoi bon détruire la vie d'un enfant pour un diplôme qui ne sert pas à grand-chose? C'est pas un diplôme, c'est une attestation. Lorsque vous allez, on vous remet une attestation de réussite, point. C'est pas un diplôme. Le diplôme, c'est le CEP, le BEP, le BEP, je pense bien. C'est un diplôme, cher Lamel. C'est une attestation. Il y a qui souffre avec le probatoire. Oui, disons-le, mais oui, c'est pas le diplôme, parce qu'on nous l'a délivré à notre Non, c'est dit que c'est une attestation qu'on délivre. C'est pas un diplôme, il n'y a aucun concours qui ouvre sur le probatoire. Après, on dit appeler même sa première partie du bac. Donc, tu commences à passer un diplôme. Même une entrée, même un recrutement qui se fait sur la base du probatoire. Le probatoire donne lieu à quoi? Voilà. Ça freine les enfants. Les gens composent 8 fois, ils ne passent pas. Merci beaucoup. On va sortir quand tendance. Oui, Sam, je vous donne la parole comme d'habitude. Au nom de la liberté de critiquer, il y a la notion de vivre ensemble depuis quelque temps qui est utilisée pratiquement à toutes les sauces. On en a eu une illustration récemment, d'abord avec la venue des chefs traditionnels, les Fon du Nord-Ouest qui sont venus à la rencontre des chefs Sawa il y a quelques jours. Et ce week-end, dans la Sanaga maritime à Edea, autour de la même notion du vivre ensemble, on a vu beaucoup de beau monde ressortissant du littoral, beaucoup plus les très haut placés d'ailleurs. C'est une initiative de Jean-Ernest Massénangale Bibeye qui avait donc à ses côtés bien d'autres ministres du gouvernement en place. En tête de ceux-ci, Laurent Esso, qui est le grand Manitou, le chef
de la délégation permanente du RDPC pour le littoral. Mais il n'y avait pas que ce du littoral, parce que bien sûr, on a pu apercevoir les Narcisses Mouet, les Combis et autres, le jeune Bella Mbella, mais également autour de la tribune Jacques Famendongo et toute une batterie de directeurs généraux de la place. Très bien. C'était donc quoi? Une opération folklorique qui était destinée finalement à voir toutes les communautés qui sont présentes là-bas à aider à se manifester sur le terrain pour dire qu'ils sont contents de vivre ensemble. Mais il y avait bien sûr tout autour des relents quand même d'une campagne politique qui se dessine autour du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Mais en réalité, cela peut leur être concédé. Mais aujourd'hui, on peut bien s'étonner de la part de ce type de regroupement, à quoi est-ce qu'ils servent finalement, alors qu'il y a beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes qui sont à régler concrètement par ces ministres-là. On a même au passage pu apercevoir le garde des Sceaux esquisser quelques pas de danse. On ne l'a pas souvent reconnu dans cet exercice, mais toujours est-il que pour l'instant, les moindres faits et gestes doivent être analysés et décryptés, et c'est à vous de vous faire votre propre idée sur ce qui s'est passé ce week-end à Edea dans la Sanaga maritime. Merci beaucoup, c'était le Zénith de ce 1er août.